Elles sont bien les slides là, elles sont parfaites. Bon, ben, bonsoir tout le monde. Hey, on a du monde dans la salle. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la rencontre du mois de février pour le groupe d'usagers Microsoft 365. Je suis chez moi là, avec la neige. J'ai pas pu me rendre à Montréal aujourd'hui. Dans le bureau de Microsoft Montréal, il y a Nicolas, Benjamin, qui vient d'arriver, je n'ai pas vu. Vincent. Oui. Et Diane. Tu me connais depuis le temps, mais oui, bonjour. Allô. Pour cette rencontre ce mois-ci, on a un invité spécial, Benjamin. Ça fait un bout de temps qu'on ne l'a pas vu. Fait que ça fait plaisir. J'aurais aimé ça pouvoir le voir en personne. Parce qu'on s'est vu en virtuel. On s'est vu à son bureau pas très longtemps, une couple de mois. Mais ça fait trop longtemps qu'on ne se voit pas. Fait que, puis malheureusement, mon horaire n'a pas permis que j'aille à Montréal aujourd'hui. Mais au moins, je suis avec vous autres en virtuel. Nico, des petites choses à dire? Un petit bonjour? Bonjour. Juste ça? Non, après, tu vas me dire que je parle trop, alors... Non, vas-y. Bonjour. C'est tout? Je parlerai un peu plus tard, que si vous me laissez du temps, il n'y a pas de problème. Vexé, Nico. Ah non, pas du tout. Non, au contraire. Qu'est-ce que j'ai manqué dans les derniers épisodes? Au contraire. Il y a plein de nouveautés, il y a plein de choses nouvelles. On n'a pas forcément de slides parce qu'on est de plus en plus feignants tous. Mais je pense qu'il y a aussi tellement de nouveautés que c'est difficile de maintenir des slides à jour. Donc, je pense qu'il y a pas mal de contenu. Teams Premium, je pense qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Et ça va être super intéressant d'ouvrir la discussion avec Ben. Ensuite, on va avoir pas mal de nouveautés également sur la partie SharePoint et sur Teams avec, comme d'habitude, le développement. Puis, s'il reste un peu de place, je me ferai un plaisir d'amener quelques nouveautés sur la Power Platform. Le développement, Vincent nous a déjà avisé qu'il n'y avait pas grand-chose de nouveau. Laurent, côté SharePoint, OneDrive, as-tu des petits points à nous partager plus tard? Quelques-uns. Honnêtement, il n'y a pas eu grand-chose au mois de janvier. Là, c'est vraiment des petits trucs. Feignasse. OK. Excellent. Sans plus tarder, on va commencer avec notre vedette de la soirée, Benjamin. Fait que Benjamin, je te laisse te présenter. Au cas où il y ait du monde qui ne te connaisse pas. Là. Oui, parfait. Je vais essayer de regarder la caméra le plus possible. Bonjour. Non. Bonjour, mon nom est Benjamin Niolin. Je travaille chez une compagnie qui s'appelle GSoft, mais dans le monde de Microsoft 365, peut-être un des produits qui est plus connu, qui est ShareGate. Mon rôle est directeur de produit, donc qu'est-ce qu'on met dans le produit, le roadmap, ces choses-là. Et bien évidemment, on a la chance de deux choses. C'est d'être très proche des clients en termes d'utilisation, de pouvoir voir quelle est l'utilisation des clients, pas nécessairement avec leurs données, mais avec nos produits, mais ça nous donne souvent des indices aussi sur la quantité de gens qui utilisent le self-service, par exemple, ou l'utilisation de guests. Et plus tard, si on va parler de Power Platform, justement, j'en parlais parce que ce que je voyais, c'est qu'il y avait beaucoup d'utilisation de Power Automate, Power Apps. Bref, on a tout plein de bonnes discussions pour tantôt. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu plus de Teams. Oh, il y a un petit chat. Merci, Vincent. Désolé. Non, c'est parfait. Donc, aujourd'hui, vraiment, le sujet, c'est Teams Premium. Donc, il y a eu beaucoup de product marketing qui est sorti en même temps. Fait que le but aujourd'hui, c'est d'un peu démystifier qu'est-ce qui est sorti réellement, qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui n'est pas inclus, comment ça fonctionne. Je vais faire du mieux que je peux pour vous montrer un petit peu tout ce qui est disponible dans Teams Premium. Il y a encore certaines fonctionnalités qui, si vous lisez l'article, vous pourriez penser que ça a été sorti, mais ça ne l'est pas. Ça va venir un petit peu plus tard. Je parle surtout de tout ce qui est AI. Donc, je ne vais pas pouvoir vous montrer ça aujourd'hui, malheureusement. Mais on va essayer de passer à travers un petit peu le tout. J'ai utilisé cette même présentation avec des collègues parce qu'on cherche à mettre Teams Premium chez nous également. Puis, ça donne un petit peu une belle vue de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça inclut, combien ça coûte, puis s'il y a des règles de licensing à connaître ou comprendre, qu'est-ce que c'est. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas.
C'est un user group, conversation, discussion. Ça va bien? Oui. Ouais, cool. C'est ma première fois de le faire en hybride comme ça, donc on va y aller. Donc, j'ai déjà dit comment je m'appelle. Tout le monde s'en fout de toute façon. Donc, Mais non! qu'est-ce qui est dans Microsoft Teams Premium? Donc, on a séparé quand on regarde vraiment tout ce qui est présentation et communication de la valeur qui a été apportée dans Teams Premium. Ça a été catégorisé sous tout ce qui est personnalisation de meetings. Je vous en parlais un petit peu. Tout ce qui est l'intelligence des meetings. Donc, on parle de AI dans ce côté-là, mais un petit peu d'autres choses également. Un gros investissement côté sécurité et encryption et des investissements additionnels à fonctionnalités de webinar et de appointments, virtual appointments. En fait, j'ai une petite erreur de frappe ici. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà utilisé, c'est que c'est une application dans Teams qu'on peut déjà utiliser. C'est pour ça que ces deux-là, et Webinar et Virtual Appointments, ça a été catégorisé sous Advanced. Donc, ce qu'ils ont fait essentiellement, c'est qu'ils ont rajouté des fonctionnalités à ce qui existe déjà dans ces deux fonctionnalités-là pour essayer de... On ne va pas se le cacher. On ne va pas se le cacher cette année où Microsoft sont rendus où. Je ne sais pas si vous écoutez les résultats financiers. Moi, bien sûr, c'est quelque chose que je fais le plus souvent possible. Mais en ce moment, il y a l'économie qui est dans la situation où elle est et Microsoft domine le marché de tout ce qui est cloud productivity. Donc, il n'y a pas trop de... C'est difficile quand tu es une compagnie qui travaille sur le marché boursier. Il faut tout le temps pouvoir montrer une croissance. Donc, en ce moment, une des stratégies, c'est comment pouvoir grandir dans la catégorie SMB, donc Small Medium Business, et comment monétiser les clients existants. Donc, tout ce qui est ARR, Annual Recurring Revenue, puis ensuite tout ce qui est faire plus de revenus avec les clients existants. Donc, je ne pense pas que Teams Premium, ça va être la première chose que vous allez voir où il va falloir commencer à payer pour un petit peu plus de fonctionnalités. Donc, regardons un petit peu qu'est-ce qui est inclus ici. Donc, tout ce qui est personnalisation, je ne sais pas si vous voyez bien, sinon, de toute façon, je vais passer en démo pour certaines choses. Ils ont sorti des meeting templates. Donc, si vous pensez un petit peu à SharePoint qui a des templates, si vous pensez à Teams qui a des templates pour créer, qu'est-ce que c'est? C'est essayer d'aller plus rapidement dans ce qu'on a besoin pour un sujet prédéterminé. Pardon, c'est très rare que je fais des présentations en français. Je suis en train de traduire en même temps dans ma tête, bien que je vienne de France. Mais essentiellement, c'est vraiment des templates, ce serait quoi template? Des modèles. Ou des patrons. Des patrons. Oui, patron. C'est un terme bien français, ça. Non, mais le terme utilisé par Microsoft, c'est des modèles, je pense. Des modèles, parfait. Donc, des gabarits. gabarits. De rencontre. Des gabarits, oui, c'est Des vrai. gabarits, ouais, c'est ça. Ah, c'est bon, ça. Bien joué. Bravo. Donc, vraiment, on va être capable de venir dire, OK, je vais vouloir préparer avec certains paramètres, puis je vais vous le montrer directement. On va aller en démonstration. Je vais essayer de changer Des réunions projet, des choses comme ça, j'imagine. résolution. Oui, je vais montrer rapidement. Je ne sais pas si je peux changer la résolution ou si vous me dites que vous voyez déjà bien, ben, fantastique. Sinon, bon, ça devrait être OK. Je pense qu'on voit bien. Ouais. Je pense que c'est pas mal. Donc, vous allez avoir, quand vous allez avoir activé, vous pouvez aller déjà activer un Teams Premium avec 25 licences pendant 30 jours si vous voulez l'essayer avant d'acheter. Vous allez avoir une section qui est bien identifiée, Premium, qui est les meeting templates. Donc, il y a plusieurs endroits que vous allez voir maintenant. C'est drôle parce que parfois, ça va être marqué Premium en mauve. Parfois, vous allez voir un diamant. Donc, vous allez voir, dépendamment de où est-ce que vous êtes, ils vont essayer d'identifier que cette fonctionnalité-là est payante. À cet endroit-là, vous allez toujours voir Virtual Appointment qui vient par défaut et je crée déjà Quick Meeting. Donc, vous pouvez rentrer à l'intérieur du template ou du gabarit de meeting et vous allez pouvoir décider de certaines configurations d'un meeting et si oui ou non vous voulez qu'elle soit visible ou si les gens peuvent la modifier une fois rentrés dans le meeting. Donc, essentiellement, c'est accélérer certaines rencontres. Si vous savez que vous allez rentrer dans une rencontre avec ou d'un sujet confidentiel ou vous voulez rencontrer quelqu'un externe ou un partenaire, le but d'avoir ces gabarits de rencontre, c'est que tout est déjà configuré de la bonne façon. Et donc, on parle beaucoup de gouvernance, du moins là où je travaille. Donc, souvent, c'est comment trouver la balance entre aider les gens à pouvoir travailler puis à utiliser les produits
et comment ne pas, mais aussi garder un peu le contrôle sur qu'est-ce qui se passe, la sécurité, mitiger les risques de l'entreprise. Donc, souvent, ce qu'on essaie, c'est, il y a deux options. On bloque tout et on attend un par un, puis on dit, si tu veux un meeting, passe par moi, je vais regarder, je vais le faire pour toi. Bien sûr, ça n'existe pas. On ne va pas aller dans cette direction-là. Donc, on va de plus en plus vers des modèles un petit peu de gabarit avec des paramètres déjà placés. Donc, vous les avez un petit peu pour tout. Pour le lobby qui a le droit de bypass le lobby ancré dans la rencontre. Est-ce que les gens qui appellent peuvent bypass? Est-ce qu'on va avoir du end-to-end encryption? On va avoir, est-ce qu'on veut désactiver le micro pour tout le monde qui arrive dans le meeting par défaut? Désactiver les caméras? Est-ce qu'on veut que ça enregistre, pardon. Est-ce qu'on veut que ça enregistre par défaut, oui ou non? Donc, ça parle l'enregistrement automatiquement. Donc, vous avez vraiment, je ne veux pas nécessairement passer à travers chacun des paramètres, mais vous avez vraiment l'option de contrôler ce que vous voulez voir lorsque les utilisateurs vont venir et utiliser ce gabarit de rencontres ou de Teams, essentiellement. Donc, ça ne fonctionne pas nécessairement avec les Teams, mais en mode browser, en mode navigateur. Oh my God. C'est là où on voit qu'on perd le français. Même browser, t'inquiète pas. C'est furteur aussi. Furteur. Cours de français ce soir en même temps. Ouais. Donc, normalement, ça apparaît ici. Si vous utilisez le client Teams, vous allez voir, donc je vais vous le montrer dans la présentation directement. Donc, ce qui va se passer, si vous regardez à droite, c'est que vous allez pouvoir maintenant sélectionner Protected Meeting, Large Meeting, Brainstorm. Donc, vous allez pouvoir mettre ces gabarits, puis les utilisateurs, les end-users vont maintenant pouvoir créer des meetings rapidement, mais qui répondent en fait à vos besoins de sécurité, de gouvernance. Donc, je pense que c'est vraiment la meilleure façon. Pour moi, c'est quand même un bon win en productivité et gouvernance de ce côté-là. Donc, j'adore ce truc. J'adore. Je trouve ça génial. Comment tu cibles tes usagers? Est-ce que tu Donc, peux après, tes usagers à accès? vous allez faire tout ce qui est IT après. Par contre, C'est quoi, t'inquiète pas. Non, moi, j'adore ça. non, mais j'adore. En fait, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'après, comme tout dans Teams Admin Center, est-ce qu'il faut que je traduise le mot Teams? Ça, c'est Non. C'est un product name. Donc, vous allez avoir ensuite les meeting template policies. Donc, ça existe partout. C'est pas nouveau vraiment dans l'Admin Center. La façon qui fonctionne, on crée des genres de paramètres, des policies de meeting, des policies, des templates. Ça existe déjà un petit peu à droite, à gauche pour les appels. Et ensuite, tu appliques la policy qui dit, je vais prendre ce template, je vais l'attribuer à ces groupes d'utilisateurs. Donc là, par exemple, j'anticipais la question. Oui. Et donc, je peux faire un quick meeting policy et je peux ensuite l'assigner. Donc, celui-là qui inclut les deux templates, mais j'aurais pu en sélectionner juste mon template, juste certains, pour pas que les gens se retrouvent avec des méga drop-down de meeting template. Parfait. Donc, ça, c'est une des premières fonctionnalités qui... Oups. C'est en mode présentation. Oui, finalement, Serge, ça va être peut-être plus que 15 minutes, ma présentation. J'y ai bien pensé que ça prendrait plus que 15 minutes. Moi, personnellement, pas tout le monde va être d'accord avec moi, mais avec les conversations que j'ai récemment avec les clients, on fait vraiment tout ce qui est provisioning de Teams et de ce côté-là. Donc, beaucoup d'appels clients. Tout ce qui est branding, tout ce qui est les éléments de personnalisation, mais le look de l'entreprise. De pouvoir arriver dans ta rencontre, surtout avec les clients externes, surtout avec les gens qu'on reçoit quand on fait des rencontres de l'externe, qui puissent arriver, puis il y a un ressenti, un sentiment un petit peu plus professionnel, ce n'est pas le bon mot, mais les couleurs de l'entreprise, le logo. Donc, vous pouvez aller dans ce qu'ils appellent les thèmes, ça devrait s'appeler de la même façon, et vous allez pouvoir contrôler en fait trois choses. Il va y avoir le logo, il va y avoir une image de background et il va y avoir la couleur accent que vous voulez sélectionner. De quoi ça va avoir l'air, tout ça, une fois que vous le configurez? Ça va avoir l'air de quelque chose comme ça. Donc, la photo classique de Teams, la caméra qui est clairement un Photoshop. Mais, vous savez, quand vous allez, quand vous joignez, Vous joignez. rejoignez,
Ne mettez pas ça sur Twitter, mon français est super impeccable. Non. Donc, en fait, ce que vous allez voir ici, ben, vous voyez, il y a le background, l'arrière-plan qui est les couleurs ou une image de l'entreprise. Les couleurs des boutons maintenant vont être les couleurs de l'entreprise partout. Donc, l'accent est modifié un peu partout. Et vous allez avoir le logo de l'entreprise qui se situe en haut. Donc, les 3 éléments que vous contrôlez. Moi, perso, c'est... Ça a l'air de rien, mais ça change tout. C'est vrai. Exact. C'est personnalisé. On va parler du prix. Mais ça a l'air de rien comme ça. Mais... oui, honnêtement, moi, je pense que ça j'ai adoré, en fait. Ouais. Donc, je vais vous le montrer rapidement, là, mais ça fait le tour pas mal. Vous allez avoir Customization Policies qui se trouve ici à gauche. Donc, toujours dans Meetings, tout se trouve pas mal dans Meetings. Il y a souvent des erreurs en haut en ce moment. Je pense que c'est en train de roll out partout. Donc, je pense que c'est normal d'avoir des petites erreurs à droite, à gauche, mais essentiellement, rien de trop compliqué. On rentre à l'intérieur, on va pouvoir configurer. Donc, vous pouvez voir mon preview. J'ai mis celui de ShareGate, mais là, je vois que il va falloir que je personnalise ou que je refasse l'image de ShareGate parce que ça ne fit pas vraiment avec. Ça veut dire que, comme tu en as plusieurs policies, tu peux avoir plusieurs politiques dans l'entreprise avec plusieurs branding, par équipe produit ou par division. Est-ce que tu peux en avoir des temporaires, genre ce mois-ci, c'est le mois de la lutte contre le cancer? Tu peux, en faisant des policies manuelles, moi je le recommande. Même faire la promotion de tes produits. Il n'y a pas d'expiration. C'est vraiment des policies, des règles, les backgrounds, le logo. C'est supposé être permanent, c'est supposé être souvent company-wide. Et la raison pourquoi, du moins je pense, je le sais parce que je le vis. Chez Gsoft, on a plusieurs produits, différents brands. Donc, c'est sûr que... Mais on est tous dans le même tenant. Donc, on est tous dans le même Microsoft Teams. Il ne faudrait pas que ça affiche ShareGate quand c'est un Office Vibe. Donc, mais il n'y a pas de... Si vous voulez le changer pour... on va mettre le background, l'arrière-plan parce que ça a fait le Christmas Party, la fête de Noël qui arrive. Il faut le gérer. Il faut que quelqu'un vienne le faire. Si tu fais l'application des politiques avec du PowerShell en arrière ou n'importe quoi, tu peux. Oui, tu automatises tout ça. C'est possible. Voilà. Mais il n'y a pas de configuration avec des dates qui existent. Est-ce qu'il y a toujours la notion des 15 minutes, grosso modo, d'application dans des politiques? Oui. Toujours un peu. C'est même pas encore, je l'ai testé tout à l'heure, puis encore, ça lag un peu. Ça lag. Fait que toutes les policies en ce moment, il faut se donner quelques minutes, parfois heures, pour que... Il faut y penser, il faut bien planifier, c'est exactement comme la Mais pour faire du marketing produit en arrière de tes meetings, c'est génial. Genre, tu sors une nouvelle feature, c'est super joué. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser, il y a une option pour répondre à ta question, Allow organizers to control meeting themes. Donc, en fait, si tu pars une rencontre puis qu'il y a un theme puis que tu as le droit de le modifier, tu pourrais le mettre à ce moment-là. Donc, ce serait peut-être une autre option. Donc, pour le modifier, donc ici, vous pouvez mettre votre logo. Il faut que ça respecte aussi certaines normes. Je ne sais pas comment il valide, mais il faut que les images respectent des normes d'accessibilité. CDN. Exact. Et finalement, une image, puis ensuite la couleur. Donc, la couleur, vous pouvez mettre le code directement. Moi, j'ai apprécié parce que chaque brand a son propre code de couleur. Au début, je pensais que c'était vraiment juste les 12 ou je ne sais pas combien qu'il y a ici, mais puis ce que j'apprécie, c'est qu'il y a tout le temps un preview. Donc, on peut voir de quoi ça va avoir l'air. Donc, comme ici, je peux vraiment voir que mon image, elle ne fonctionne pas parce que le message que je veux écrire est derrière là où les gens vont voir leur caméra. Parfait. On retourne à la planche à dessin. Puis, c'est nice. Vraiment nice. Ensuite, ça, j'ai déjà montré. Donc, ça, c'est pur premium ou est-ce que les entreprises, même sans le premium, auront peut-être un thème? Non, c'est pur premium. C'est une présentation de Teams Premium aujourd'hui. Il y a juste, tout ce que je vous montre, c'est du premium. Il n'y a rien que je vous montre aujourd'hui qui est, vous allez avoir une petite... Okay. Il faut monétiser les clients. OK, c'est bon. C'est Twitter Blue. OK, d'accord. Exact. Puis vous allez pouvoir aussi, modifier, c'est pas le Twitter Blue, parce qu'il y a de la valeur. Non. Donc... C'est enregistré, Serge, tu feras des... Tu feras un cut. Non, c'est bon. Donc, ici, il y a aussi tout ce qui est background. Donc, en fait, j'ai oublié de arrière-plan. Non, mais ça, c'est à l'intérieur, en fait, qu'est-ce qui est arrière-plan des utilisateurs qui vont entrer dans la rencontre. Donc, ce que je venais de vous montrer, c'était vraiment lorsqu'on va rejoindre la rencontre. Ici, c'est est-ce que votre compagnie voulait créer des arrière-plans
déjà disponible pour les employés quand les employés ne veulent utiliser un flou ou ils ne veulent pas utiliser leur salle, etc. Donc, ils ont des compagnies arrière-plan qui sont disponibles. Oui. C'est bon? Très bien. Parfait. Ça, il y en a qui vont regarder ça et ils vont me dire comme « Ah, cool, c'est vraiment cool comme fonctionnalité. » En fait, ça existe déjà puis ça existe depuis un moment. Donc, peut-être que vous ne l'utilisez pas. Mais si vous l'utilisez, vous avez 30 ou 60 jours puis ça devient payant. Donc, pour la fonctionnalité Together Mode, donc dans Teams où tout le monde est vraiment regroupé sur une même image, il y a une application que vous pouvez utiliser qui est l'application de scène pour pouvoir les construire toi-même. Mais ça va passer en fait en mode premium. Donc, j'ai bien aimé ceux de Microsoft Mechanics, qui est le vidéo où ils parlent souvent des mises à jour de Microsoft. Donc, ils ont pris un exemple ici. On choisit où est-ce que les caméras vont être situées. C'est quoi le maximum de caméras? Donc, ici, il va y avoir 3 personnes maximum. Donc, quand vous allez rentrer en webinar, vous allez faire une présentation, vous allez faire un podcast, puis vous voulez présenter avec une image, ils ont décidé que c'était quelque chose qui tombait maintenant dans le premium. Donc, ce n'est pas une nouvelle fonctionnalité, mais maintenant, elle est payante. Voici de quoi ça a l'air. Donc, vous pouvez faire croire aux gens que vous êtes rassemblés, mais vous ne l'êtes pas. Ensuite, une autre fonctionnalité que les gens adorent. En fait, je ne sais pas si certains d'entre vous dans les entreprises, vous l'utilisez déjà. Nous, on l'utilise constamment dans l'entreprise, surtout depuis la pandémie, on a commencé à embaucher à travers le Canada maintenant. Donc, il y a aussi des anglophones. Certaines rencontres, on les fait seulement en français. Certaines rencontres, on les fait en anglais, mais il y en a qui sont seulement… C'est très difficile quand même. On apprend à s'adapter. Mais cette fonctionnalité de live translation est incroyable. Si je pense qu'il y a une fonctionnalité dans Teams Premium que Microsoft est en train de mettre de l'avant, bien sûr, il y a tout ce qui est OpenAI qui, je pense, est très marketing. Il y a une bonne valeur, on ne l'a pas encore vu, mais Microsoft met beaucoup cette fonctionnalité de l'avant. Donc, on peut vraiment choisir la personne qui parle et on dit de quelle langue cette personne est en train de parler et on peut choisir dans quelle langue on voudrait que la traduction se fasse. Mais ce n'est pas un délai de 3 minutes ou 5 minutes, c'est live, ça marche très bien. C'est sûr, parfois, il faut faire attention à nos accents et expressions, mais c'est impeccable quand même comme fonctionnalité. Donc, d'avoir une conférence d'entreprise en français, puis ceux qui sont anglophones, d'avoir la possibilité de comprendre ce qui se passe et ce qui est dit et vice-versa, c'est vraiment une très, très, très belle fonctionnalité. Tour de Babel. En fait, la mauvaise nouvelle, c'est que maintenant, ça va être premium. Donc, vous l'avez déjà. Vous l'utilisez peut-être. Peut-être certains de vos utilisateurs l'utilisent aujourd'hui, mais ça va tomber en Teams Premium. Donc, une autre fonctionnalité que souvent on a déjà, parfois on l'utilise, on ne sait même pas. Maintenant, vous allez devoir payer. Et voici, ça, c'est ce qui fait le gros buzz, parce qu'on va sur la vague de ChatGPT, on parle de OpenAI, tout va se faire pour nous. Donc, Microsoft a utilisé cet engouement puis ce qui se passe sur le marché pour annoncer que Teams Premium va être capable, avec de l'intelligence artificielle, de automatiquement faire un récapitulatif de votre rencontre, assigner des tâches aux bonnes personnes, sortir les points de discussion à avoir pour prochainement, venir trouver les documents qui ont été discutés puis peut-être les ajouter dans un recap. Identifier quelle personne dans la rencontre a parlé à quel moment, les codifier en couleur, comme vous voyez en bas à gauche, faire des suggestions de tâches, je l'ai déjà mentionné. Donc, ce que vous voyez, c'est la fonctionnalité à gauche qui est vraiment le récapitulatif en OpenAI qui n'est pas ChatGPT, c'est vraiment OpenAI qui utilise GPT 3.5. Donc, ça va sortir bientôt. Le bientôt, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas en 2023, n'importe quand. C'est vraiment bientôt dans, je pense, de ce que j'ai compris, le prochain quart quand même, ou le début 2023, de ce qu'on comprend. Après, Microsoft vient de réaliser aujourd'hui Azure for OpenAI. Bon, quand on arrive rapidement… en fait, c'est Jeff Teeper,
Tout le monde le connaît aujourd'hui, mais chez Microsoft qui a dit que ça arrivait très, très bientôt. On parle de mois, pas plusieurs mois, mais vraiment très, très bientôt. Oui, je me suis préparé. Nico, ça ressemble pas le meeting recap à quelque chose que j'ai déjà entendu parler un jour? Ouais. Un jour. Moi, je continue pas jusqu'à temps qu'on creuse ce sujet-là. Qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui connaissaient le concept d'Enterprise Brain il y a quelques années, c'est exactement ça. Mais c'est bien. J'en ai rêvé, Microsoft l'a fait, c'est parfait. Il aurait fallu que tu leur vendes ton idée. Oui, ça prend un petit peu d'AI avec tout ça, mais ouais, fait que c'est pas ChatGPT. C'est pas ChatGPT. OpenAI est utilisé. Pour la simple bonne raison déjà, c'est que ChatGPT n'a aucune API. Ouais. ChatGPT consomme l'API de GPT-3 en arrière. Donc, et nous, on est à ce niveau-là avec GPT 3.5. Ouais, c'est ça, 3.5. Puis on va encore plus loin. Oui, on va encore plus loin. C'est comme que, imaginez un peu le graph de Microsoft. Si vous créez une application qui utilise le graph, c'est un peu ce qui s'est passé avec ChatGPT. ChatGPT, c'est comme si vous avez créé une application par-dessus le Microsoft Graph, mais ça reste que la technologie, puis C'est intéressant ce que tu viens de dire par rapport à Graph. On va s'en reparler. Ouais. Mais essentiellement, le concept, c'est un peu ça. Donc, il y a du AI, c'est lié à OpenAI, c'est le modèle GPT, mais ce n'est pas le produit de ChatGPT. Et pour votre information, Microsoft est partenaire d'OpenAI depuis 2021. Oui, donc, parce que moi, à l'interne, il y a quelqu'un qui a dit « Wow, je suis impressionné par Microsoft d'avoir fait une acquisition et si rapidement le transformer en une intégration produit. » Puis j'ai dit « Non, c'est pas nouveau. » Pour information, ChatGPT, ça existe depuis mars 2021. Donc, et puis à droite, ce que vous voyez, on parlera de Bing.com après. À droite, ce que vous voyez, c'est une fonctionnalité de PowerPoint, en fait, qui existe déjà aujourd'hui et que vous allez devoir payer parce que maintenant, c'est Teams Premium. Donc, ça fait un recap avec des chapitres de votre présentation. Donc, ça va pouvoir vous... donc, ça existe déjà en ce moment avec PowerPoint. Et puis, c'est incroyable ce que ce produit a évolué. Oui. Depuis l'AI, le PowerPoint, là, oui, ça continue à évoluer. Incroyable. Tout le monde disait il y a quelques temps, excuse-moi, PowerPoint, ça va mourir, ça va être remplacé par slide bidule, machin. Ils ont voilà. à quelque chose. Oui, mais ça n'enlève pas, je pense, ça n'enlèvera pas la fonctionnalité qu'on a présentement dans Stream d'aller créer nos propres chapitres et d'aller faire ça. C'est juste. Non, ça, c'est vraiment l'intelligence, tout ce qui est relié à l'intelligence de le faire pour nous, il va falloir payer. Mais Stream, ça reste là. Je peux pas vous faire la démonstration de la plupart de ces choses-là. Et il y a ça existe également déjà aujourd'hui avec Stream. Je ne pense pas que beaucoup de monde le savent peut-être, mais en fait, ils appellent ça Personalized Timeline Markers. En gros, quand vous allez regarder un enregistrement de votre rencontre, je travaille son... si vous avez quitté la rencontre à un moment donné, de ma compréhension, mais même moi, je ne l'utilise pas énormément, mais il n'y a pas beaucoup d'intégration avec... quand est-ce que vous êtes arrivé dans la rencontre? Quand est-ce que vous êtes sorti de la rencontre? Je pense qu'il y avait un ou deux autres marqueurs automatiques. Donc, comme ça, quand vous revenez dans l'enregistrement pour voir où est-ce que vous y étiez quand vous avez quitté, vous pouvez rapidement aller à cet endroit dans la rencontre. Tu peux obtenir la transcription uniquement pour ce que tu as manqué. Exact. Donc, c'est cool. C'est un autre item d'intelligence qui va se rajouter à Teams Premium dorénavant. Donc, vous perdez une autre fonctionnalité techniquement. À moins d'aller à Teams Premium. C'est que des bonnes nouvelles, en fait. Je préfère te donner toutes les informations. Oui, bien sûr. Parce que, en ce moment, si vous regardez Teams Premium, c'est que vous êtes peut-être intéressé par le sujet, peut-être pour votre entreprise, peut-être pour vos clients. Et les gens vont peut-être aller puis regarder le prix. Pour nous, le prix, il est quand même exorbitant. On est 400 employés. Ça monte très rapidement. Même s'il y a un genre de discount en ce moment, dans un an, nous, il faut déjà prévoir le prix de ce coût-là pour notre entreprise. Donc, rapidement, il faut regarder qu'est-ce qu'on va utiliser, quelle est cette valeur de l'entreprise-là. Donc, c'est important de comprendre aussi qu'est-ce que vous perdez parce que ça devient une valeur
à évaluer dans votre business case essentiellement. Donc, il y a aussi tout ce qui est end-to-end encryption, donc l'encryption vraiment d'utilisateur à utilisateur, comme ça qu'on le dit en français. Chiffrement bout à bout. Chiffrement bout à bout. Chiffrement bout à bout. De l'encryption. Donc, il y a les... Chiffrement. Qu'est-ce que j'ai dit? Encryption, Ah, j'ai encore dit encryption, désolé. La fatigue. Je me suis réveillé à 4 heures du matin pour mon bébé ce matin et je n'ai pas pu me... Et puis quand tu en as marre que je te niaise, tu me le dis, j'arrêterai. Non, tu fais ce que tu veux, c'est user group. Donc, c'est chiffrement bout à bout. Ouais. Parfait. Donc, je pourrais aller dans l'environnement de Teams, mais essentiellement, il y a juste 2 options. Elles sont ici. Vous pouvez ensuite aussi les appliquer à travers des politiques de rencontres de Teams. En fait, je vous l'ai montré avec les Team Templates. Donc, avec les gabarits de rencontres, vous allez pouvoir assigner si oui ou non, il y a le chiffrement bout à bout. Comment on dit watermark? Je savais ça. Filigrane! Filigrane, ouais. Oh, je vais dire watermark. Cette fonctionnalité-là n'est pas toujours disponible dans tous les scénarios. Donc, attention, c'est super, une belle fonctionnalité, surtout si vous allez partager certaines données, si vous voulez valider que les personnes qui sont connectées sont réellement les personnes qui sont connectées. Donc, ça va vraiment venir écrire sur chacun des utilisateurs ou chacun des participants de la rencontre leur login. Donc, avec quoi ils se sont connectés pour rentrer dans la rencontre. Comme ça, vous êtes sûr qu'ils ne sont pas connectés avec un Teams d'un autre tenant, puis ils vous ont dit « Ah, c'est moi, je peux rentrer, etc. » parce que vous avez fait un partenariat ou vous avez des ententes, etc. Et 2, sur tout le contenu qui va être partagé à l'écran, il va y avoir également le watermark que vous voyez ici devant vous. Par contre, ça ne va pas fonctionner si vous activez l'enregistrement, ça ne fonctionne pas avec PowerPoint Live, ça ne fonctionne pas avec Whiteboard, ça ne fonctionne pas avec Together Mode et ça ne fonctionne pas avec la vue Large Gallery. Donc, ça vient bientôt, mais si vous voulez l'utiliser, il y a certaines restrictions, contraintes. Limitations. D'autres notions à prendre en considération, c'est que si vous êtes sur un outil qui ne... Ça se peut aussi que vous êtes sur un device qui ne supporte pas Teams... Périphérique, oui. Qui ne supporte pas ça, mais vous allez tomber en mode audio seulement. Vous n'allez pas pouvoir voir les caméras, vous n'allez pas pouvoir voir ce qui est à l'écran lorsque vous vous connectez. Pour le partage d'écran, l'adresse qui est affichée, c'est l'adresse de la personne qui partage le contenu ou de la personne qui regarde le contenu? La personne qui partage le contenu. Qu'est-ce que j'ai à rajouter sur... Ah oui, je pense que je le vois dans la prochaine... Non, je le vois après. Il y a certains paramètres, oui, je le vois en fait dans la prochaine. C'est que il y a tout ce qui est Microsoft Purview. Donc, j'imagine que tout le monde est confortable peut-être avec le concept, mais sinon, les Sensitivity Labels de Microsoft 365, où vous allez pouvoir mettre des tags, des mots, puis appliquer des règles, essentiellement. Des règles de... Je pense qu'il va falloir qu'on le mette au programme dans une prochaine session. Les étiquettes de sensibilité. Les étiquettes de sensibilité. C'est rendu tellement... C'est exactement ça. Donc, il y a tout plein de configurations. Par contre, c'est généralement... C'est disponible à travers toutes les licences de Microsoft 365, mais c'est surtout dans le E5 que vous allez retrouver la grande majorité des fonctionnalités que vous voulez avoir. Donc, pour certaines configurations que vous allez voir et le watermark d'un point de vue plus. Donc, vous pouvez utiliser le watermark avec Teams Premium, mais si vous n'avez pas le E5, vous n'allez pas pouvoir l'appliquer à des étiquettes de sensibilité pour pouvoir automatiser votre déploiement. Il y a des règles d'étiquettes de sensibilité qui vont se rajouter également. Et en fait, la configuration qui, pour moi, il y en a plusieurs. Je vais passer à travers. En fait, c'est dans cet écran-là que vous allez probablement les voir plus en détail. Est-ce que je peux? Non, je ne peux pas zoom. Bon, pas grave. Donc, en gros, vous allez pouvoir créer une étiquette de sensibilité. Sensibilité. Wow.
Et il y a pas mal de configurations que vous allez pouvoir contrôler qui peut présenter, qui peut enregistrer la rencontre. Mais la plus importante de toutes ces fonctionnalités, c'est de bloquer le copy du chat de la rencontre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça essentiellement. Donc, pour ceux qui vont se retrouver dans le chat pendant et après la rencontre, lorsqu'ils vont venir pour essayer de copier le chat, ça va bloquer la possibilité. Certaines fonctionnalités d'imprime écran vont aussi être bloquées, mais vous savez que toujours des façons de le faire quand même. Donc, c'est un plus, mais c'est, je dirais, la configuration qui vaut le plus la peine dans Teams Premium d'un côté étiquette de sensibilité et donc E5, ça va être de contrôler ou de bloquer le copy chat to clipboard. Comment tu dis clipboard? Hein? OK. Je continue. Presse-papier. Presse-papier. C'est ça que la traduction. Je suis pas sûr, j'ai jamais entendu ça, moi. Je crois que c'est ça la traduction. Presse-papier? Ça doit être ça, je pense. Ouais, c'est presse-papier. Oui, OK. Ouais. Je confirme, Xavier confirme. Parfait. Merci, Xavier. Je passe ensuite à Advanced Webinar. Donc, des petits changements. Vous allez pouvoir mieux contrôler tout ce qui est enregistrement ou... Non, c'est justement important que je trouve le bon mot. Registrations. Donc, les gens qui peuvent s'inscrire à ton webinar, il va y avoir beaucoup plus de contrôle. Il va y avoir la possibilité aussi d'avoir une liste d'attente. Donc, si vous avez un événement qui est complet, il va y avoir une liste d'attente que vous allez pouvoir gérer. Vous allez pouvoir également contrôler tout ce qui est toutes les personnes qui se sont inscrites à votre webinar. Vous allez pouvoir les gérer une à une. Donc, les enlever s'il y a des duplicats. Les gens parfois s'inscrivent avec 2 courriels ou quelqu'un décide d'y veut être enlevé de la liste, peu importe la raison. Vous allez pouvoir tout contrôler à cet endroit. Est-ce qu'il pourrait faire la même chose, mais pour les événements en personne? Liste d'attente. C'est une bonne question, je ne sais pas. Quand on organise des événements comme ça, d'avoir des listes d'attente pour que les gens puissent... Si tu l'organises en tant que webinar, oui, au lieu de Teams Meeting, oui. Ouais. Il faudrait qu'ils s'enregistrent au lieu de passer par Meetup. Il faudrait passer par le Microsoft Forms ou la feuille d'enregistrement. Et ouais. Est-ce que j'ai passé ce que je voulais dire? Pardon, dans celui-là. Yes! Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le green room, en fait, la salle de préparation pour les rencontres. Donc, avant que ça va être et pour les webinars, mais aussi pour les rencontres régulières de Teams, vous allez pouvoir vous préparer, donc ne pas commencer la rencontre tout de suite. Donc, je ne sais pas si ça vous arrive. Moi, j'ai une rencontre chez ShareGate, là où je travaille, avec toute l'entreprise, que je pars une fois par mois. Mais j'aimerais ça me préparer un petit peu à l'avance. Et à chaque fois que je rentre dans la rencontre, vu que j'ai opté pour faire un Teams meeting pour que tout le monde puisse poser des questions ou prendre la parole, ça ouvre, tout le monde est au courant que la rencontre est partie. C'est pas exactement. Donc, parfois, on voudrait le faire en live event, mais live event, ça enlève pas mal de fonctionnalités de participation et d'engagement des participants. Donc, ça a toujours été un peu le... Donc, vous allez avoir la salle verte ou la salle d'attente, la salle de préparation, le green room, où vous allez vraiment pouvoir tout préparer et ensuite dire « start meeting » et la rencontre va sortir. Il va aussi y avoir le support de tout ce qui est Enterprise CDN, pour ceux qui font vraiment des méga webinars, présentations avec plusieurs milliers de participants. Vous pouvez, si vous voulez, ne pas acheter Teams Premium juste pour le ECDN. Vous pouvez juste payer pour le ECDN. Oui? Oh, vas-y. Ouais, pour le Green Room, par exemple, on peut facilement aussi changer les options des réunions pour t'assurer que tout le monde, sauf le présentateur, va dans la salle d'attente. Fait que si c'est toi le présentateur ou l'organisateur, ben tu laisses rentrer Benjamin, tu te prépares avec Benjamin, puis tout le reste du monde est dans la salle d'attente. Puis quand tu es prêt, tu te dis laissez entrer tout le monde, puis ça rentre. Là. Fait que c'est pas une super full feature. C'est cool de l'avoir parce qu'il y a plein de monde qui ne savent pas comment modifier les options de réunion. Là. Mais c'est quand même c'est pas cette feature-là cette fonctionnalité-là qui va faire qu'on va acheter Premium. Non, pas à 10 US par user par an.
Tu avais une question, Vincent? Non, je voulais juste pointer que Serge avait levé sa main. C'est bon. Ah, parfait. Et une autre fonctionnalité de Webinar qui est sortie ou qui est avec Teams Premium, c'est des rappels par courriel seulement. Par courriel seulement, c'est une autre fonctionnalité qui est par message texte. Donc, il va y avoir des rappels pour dire qu'il hey, y a une rencontre pour laquelle vous êtes inscrit. Inscrit, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Inscription. Gestion des inscriptions. Donc, voici de quoi le courriel a l'air. Vous pouvez personnaliser un tout petit peu, mais ça reste ce que vous voyez devant vous. Je n'ai pas le chat, moi, devant moi, parce que je ne suis pas dans Teams. Si jamais il y a des trucs, tu me diras. Bon, on rentre aussi dans une autre fonctionnalité qui existe déjà, mais où certaines des fonctionnalités deviennent payantes ou se rajoutent en tant que payantes. C'est là où vous voyez le petit diamant. Donc, si vous utilisez Virtual Appointments, donc ceux qui ne connaissent pas, nous, on adore, en fait. Je pense à notre équipe de support, nos équipes de service à la clientèle, service de vente, essentiellement, où on a plein de rencontres, plusieurs agents qui ont des rencontres qui vont être cédulées et on veut aussi avoir une vue du département essentiellement au complet. Donc, le Virtual Appointments, c'est essentiellement ça. C'est aussi disponible pour gérer en physique, c'est-à-dire que vous pouvez juste gérer des rencontres puis le regarder ici, dépendamment de l'ampleur de votre magasin ou de votre compagnie. Après, les fonctionnalités vont être ce qu'elles vont être pour ce type de scénario-là. Ici, c'est vraiment axé pour gérer les rencontres Teams, bien évidemment. Donc, j'ai plusieurs écrans. Il y en a un qui va être même pour ceux qui ne l'ont jamais vu en action, j'ai un GIF. GIF. Non, on ne va pas partir le débat. Ouais, donc, il y a un GIF qui va vraiment montrer l'expérience au complet. Donc, ici, vous allez pouvoir voir la possibilité de gérer, en fait, toutes les rencontres qui ont été cédulées. Mais vous allez pouvoir aussi partir des chats avec tous les individus. Donc, si vous pensez être un petit peu en retard à votre prochaine rencontre, vous pouvez directement contacter. Je vais vous le montrer. Donc, le queue management, la gestion de la file d'attente, elle va être payante. Et tout ce qui est visibilité, ce qu'ils appellent analytique, va être aussi payante. Donc, voir par département, par agent, c'est quand qu'il y a eu quand est-ce qu'il y a le plus de rencontres, tous ces éléments vraiment d'insight ou d'analytique va venir dans la version payante. Il y a aussi des rappels en message texte. Donc, si quelqu'un a pris un rendez-vous avec vous, il va avoir les rappels par courriel, mais il va aussi avoir les rappels par message texte pour vous assurer que ces personnes-là vont se pointer en bon français, vont venir à votre rencontre. Donc, voici de quoi ça a l'air. Vous avez la cédule. Vous allez voir vraiment tout le monde. Vous allez pouvoir commencer une conversation avec la prochaine personne en avance si vous voyez qu'elle est en mode waiting ou en attente. Vous allez voir, je ne vois pas ce qui est marqué comme insights, mais essentiellement, c'est les virtual appointments. Donc, rien que pour ça, puis vous allez voir avec le licensing, avec tout ce qui est licence, les coûts, j'arrive bientôt, mais je vais le dire tout de suite parce que je ne suis pas capable de m'en empêcher. Ce n'est pas tout le monde qui a besoin d'avoir une licence Teams Premium. Donc, la licence Teams Premium, pour accéder aux fonctionnalités de Teams Premium, a seulement besoin d'être assignée à la personne qui crée la rencontre. Donc, seulement la personne qui crée le meeting ou la rencontre a besoin d'avoir Teams Premium pour que tout le monde qui se connecte à la rencontre bénéficie des fonctionnalités de Teams Premium. Sauf tout ce qui est OpenAI. Pour pouvoir utiliser ce qui est les récapitulatifs des rencontres, il faut que tous les participants aient la fonctionnalité de Teams Premium. La licence, pardon, de Teams Premium. Donc, comme je disais, il y a certaines fonctionnalités que vous allez probablement dire, mais je n'ai pas déjà pas mal de ce que tu as présenté aujourd'hui, Benjamin? Et effectivement, oui. Donc, voici toutes les fonctionnalités que vous avez déjà aujourd'hui et qui vont tomber en Teams Premium. Donc, tout ce qui est Live Translations of Captions, donc le sous-titrage avec traduction dans 60 jours, parce que ça a été, en fait, dans 55 jours,
4 jours. Comme ça. Ça ne va plus être disponible pour vous. Donc, il faut prévoir le coût. Tout ce qui est les scènes personnalisées dans Together Mode dans 30 jours. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis 60 partout. Bonne question. Ensuite, les timeline markers dans les enregistrements des rencontres Teams, ça va être dans 60 jours. Vous allez le perdre. Ah oui, c'est vraiment juste quand vous avez joint la rencontre, quand vous partez de la rencontre. Et ensuite, les live chapters de PowerPoint dans 60 jours. Et tout ce qui est virtual appointment, notification SMS, tout ce qui est analytique au niveau du Admin Center et tout ce qui est la file d'attente puis tout ce qui est cédulé, ça va passer en mode premium. Ça va, je vous laisserai le PowerPoint. Comme ça, vous allez avoir tout en une place. Les diapositives, c'est ça que tu veux Les dire? diapositives. Les acétates, si tu veux. Non, les acétates, c'est Le slide deck. le slide deck, ça ne marche pas. Hey, les acétates, c'était dans mon temps, ça, là. Oui, dans notre temps aussi, Serge, il y avait ça. Donc, pour tout ce qui est IT Pro, on en a parlé déjà. Tout est... Si je peux te couper, excuse-moi. Xavier, Tout à fait. excuse-moi. Xavier, la main levée. Ah, Merci. vas-y, Ouais, vas-y, tout par rapport. toute petite question par rapport à la traduction automatique. Est-ce qu'il faut que le présentateur ait la licence premium pour que ça marche pour tout le monde ou c'est individuel à ceux qui veulent la traduction? Parce que nous, chez nous, il y en a qui sont bilingues et d'autres qui ne le sont pas. Donc. Seulement la personne qui crée la rencontre a besoin d'avoir la fonctionnalité. Et n'importe qui peut l'utiliser pendant la rencontre et choisir sa langue, etc. Exact. Comme aujourd'hui. OK. Exact. Merci beaucoup. Sous toute réserve, c'est ma recherche, plus j'ai parlé avec Stephen Rose, qui est en Product Marketing pour ces fonctionnalités-là chez Microsoft. C'est la compréhension que j'ai en parlant avec eux. Mais tout peut être... oui, donc justement, la personne crée la rencontre, comme ça, les licences peuvent être données quand on fait les rencontres, donc certaines personnes, au lieu de toute la compagnie. Donc, peut être une façon de commencer dans Teams Premium pour les grandes rencontres de la compagnie. Après, c'est sûr que dans toutes les rencontres que vous allez faire après, ça va être plus difficile. Merci. Pour tout ce qui est IT Pro, donc, il n'y a rien de vraiment... Il n'y a pas de paramètres, mais c'est les mêmes que d'habitude. Donc, vous avez les templates, les gabarits de rencontres, vous avez tout ce que je viens de parler avant, puis ensuite, vous allez mettre en place des politiques. Donc, je veux que ces gabarits soient disponibles pour ce groupe d'utilisateurs. Donc, on a déjà fait la démonstration un petit peu plus tôt. Et ensuite, ça va être avec la licence E5 d'entreprise qui va vous donner accès à tout ce qui est étiquette de sensibilité, où vous allez pouvoir vraiment paramétrer une grande majorité des paramètres des contrôles. Mais sinon, vous l'avez vu, là, il n'y a pas grand place. Puis finalement, le reste en PowerShell, si vous voulez. Finalement, tout ce qui est licence. Donc, j'arrive vraiment à la fin. Puis, je vous ai mis des diapositives qui récapitulent tout ce qu'il y a entre Teams. Donc, j'ai trouvé sur les sites de Microsoft vraiment un bon résumé, vraiment par catégorie de qu'est-ce qui est dans Teams, qu'est-ce qui est dans Teams Premium pour chacune des catégories. Comme ça, vous allez pouvoir tout voir en une place et prendre les décisions nécessaires. En ce moment, jusqu'au, je pense que je l'ai mis, ouais, jusqu'en juillet 2023, vous pouvez payer 7 $ US par utilisateur Teams Premium, donc par licence Teams Premium que vous voulez avoir. C'est très facile de rajouter, bien évidemment, là, dans votre tenant ou assigné à vos utilisateurs, mais ça va passer à 10 $ US par utilisateur après ça. Donc, si vous planifiez votre budget, planifiez en conséquence du 10 $ US par utilisateur pour Teams Premium. On regardait ça rapidement. Chez nous, on a 400 employés. 400 employés, c'est budgété à 50 000 US de plus par année. On réfléchit. Donc, c'est là où peut-être les projets pilotes, on va regarder quelle fonctionnalité on a réellement besoin puis dans quel contexte on a besoin. Donc, essentiellement, nous, on regarde tout ce qui est virtual appointment, donc tout ce qui est les agents de support, avoir ces SMS qui sont envoyés à nos clients pour être sûr qu'ils arrivent dans la rencontre. C'est là où on évalue ça contre des fonctionnalités d'un autre produit
tierce, mais c'est sûr qu'on préférait utiliser Teams. Il y a toutes les fonctionnalités Teams qui vont venir parce que c'est nos agents qui ont la licence premium, donc les enregistrements automatiques, les templates, la personnalisation de l'arrière-plan, le lobby. Donc, ça vaut quand même la peine de ce côté-là, mais ça veut dire qu'on a juste besoin de payer les licences Teams Premium pour un certain nombre de personnes au lieu des 400 employés. Puis sinon, quand on va faire des rencontres de tous les employés, donc une fois par mois, il y a juste quelques personnes qui créent la rencontre, qui la préparent, ben à cet endroit-là, on va pouvoir évaluer ça plutôt que de partir jour 1 avec un Teams Premium pour tout le monde. Ça peut coûter cher. Ou du moins, ça peut être difficile de l'amener à votre comité de direction ou peu importe qui prend les décisions d'un point de vue budget. C'est peut-être plus judicieux de passer avec un petit business case, commencer avec ça, puis là. Ça dépend des compagnies. Donc, pour les dernières diapositives, il y a vraiment la liste complète. Donc, ça vient directement de Microsoft, tout ça. Donc, quelles sont les fonctionnalités que vous avez avec Teams? Quelles sont les fonctionnalités que vous allez avoir avec Teams Premium? Donc, si vous prenez, vous faites cette gestion des évaluations des coûts puis de valeurs que vous allez avoir en retour, vous allez tout retrouver ici. Donc, voilà. Ça résume ma présentation. Questions? Oui, c'est mon collègue. C'est le template de GSoft, donc il est là-dedans. Oh, voilà. Mais oui, c'est MVP Azure. Est-ce qu'il y a des questions? La présentation était tellement complète, Serge, que... Ben, ça a l'air à ça, 0 question. Il y a Xavier qui a mis un commentaire, là, il trouve ça intéressant qu'on peut payer juste pour certains utilisateurs importants pour des rencontres corpo et des choses comme ça, au lieu de payer pour tout le monde, ce qui fait beaucoup de sens. Là, Xavier a la main levée, fait que vas-y. Ouais, oui, effectivement, nous, on est pareil, même à peu près la même taille, mais payer 10 US par personne, c'est juste énorme pour ce que ça apporte. De mon côté, j'ai essayé d'avoir le financement via la sécurité en disant il y a des nouveaux trucs qui vont peut-être vous plaire, mais ça ne leur a pas plu assez pour dire on va donner l'argent. Je pense qu'on est loin de justifier l'argent avec ça pour le moment. Surtout avec les conditions économiques quand même en ce moment, là, tout ce qui est CFO ou peu importe qui regarde l'argent et les dépenses, garde ça de proche. Donc, il faut vraiment être capable de montrer quelle est la valeur à l'entreprise qui est amenée avec la fonctionnalité et commencer avec ça. Je pense que Microsoft, c'est aussi pour ça qu'ils le font comme ça. Donc, seulement la personne qui crée la rencontre, comme ça peut rentrer dans l'entreprise. Et je pense ce qu'ils espèrent, c'est qu'en voyant des collègues utiliser les fonctionnalités, ça va se répandre ensuite à long terme dans l'entreprise. Donc, je pense que c'est une bonne décision pour eux et pour nous en entreprise. Oui, puis ce ne serait pas surprenant qu'il y ait plein de nouvelles fonctionnalités qui arrivent éventuellement aussi dans les prochaines années, là, parce que là, le produit va être là, fait qu'ils vont avoir des demandes. Et au lieu de les voir arriver dans la version Teams qui est la version Teams gratuite qu'on paye pour tous nos utilisateurs, elle va venir avec la version payante, probablement certaines fonctionnalités. Sachant qu'il existe une version gratuite aussi. Oui, Teams Free. Le lapsus, c'était juste ton lapsus. Oui. Oui, il y a la version gratuite, puis il y a la version qui est gratuite quand on paye la licence Microsoft. Incluse dans... Je pense que j'ai vu une question à l'écran, mais je n'ai pas accès. Ouais. Et si certaines fonctionnalités n'étaient pas basculées en premium, impossible à vendre? Alors, c'est Xavier qui réagissait, qui continuait. Tu ne veux pas poser directement des questions? Oui, je disais que le prix me semble vraiment cher pour ce que ça apporte. Et en fait, les trucs qui m'intéressent le plus aujourd'hui, c'est ce qu'on va perdre parce que ça passe en premium, comme la traduction. S'ils n'avaient pas fait ça, je sais même pas comment ça pourrait être achetable justifiable, on va dire ça comme ça. Ouais. Je suis d'accord quand même. Mais je pense qu'ils ont vu l'utilisation puis la valeur perçue des différentes fonctionnalités. Puis la traduction, en ce moment, c'est celle qui fait le plus... Ta fonctionnalité et valeur entreprise actuelle, c'est la traduction automatique. Et la valeur plus marketing perçue pour donner de l'ampleur à Teams Premium, c'est beaucoup plus le OpenAI, le récapitulatif. Tout le monde parle de « Oh wow, ça serait tellement cool », mais personne ne l'a vu, l'a utilisé. Donc, on attend tous un peu de voir quelle valeur, parce qu'après, on pourrait faire des calculs en productivité, en gain de productivité également pour savoir, OK,
combien de temps on gagne en termes de temps, en termes de productivité des employés. Mais même là, je pense que ça va être encore difficile de justifier le coût. Même, je trouve que nous, on a quand même beaucoup de flexibilité chez GSoft, chez ShareGate, en dépenses. Puis même aujourd'hui, à part pour certains endroits. En fait, oui. Quand on se place du côté de l'acheteur, je comprends très bien. Je comprends toutes les questions. Non, mais quand tu te places du côté du développeur du produit, en même temps, les nouveaux workloads qui sont ajoutés dans le produit actuellement justifient aussi une augmentation du prix. Donc la question que tu te poses vis-à-vis du produit, c'est est-ce que je pénalise tout le monde en chargeant tout le monde plus cher parce que je mets des workloads en plus? C'est sûr. Ou est-ce que je développe un premium qui va réserver ça pour certaines personnes qui vont utiliser? Toi, Mais Microsoft, ça se fait. Je pense que d'un point de vue nous, d'un point de vue utilisateur, non, je comprends très bien. Faire, Mais ce qui est plutôt sympa, c'est d'avoir la possibilité de te dire, OK, j'ai 80 ou 60% de mes utilisateurs qui restent des utilisateurs standards, et puis j'ai peut-être 20% de mes utilisateurs qui vont être des premium. Ça va être des par business. Ça va être comme ça plutôt. Comme nous en ce moment. En ce moment, c'est ça qu'on fait. C'est plutôt cool de pouvoir le faire. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions violentes? L'avantage, c'est qu'on est à distance. Donc, les réactions violentes, c'est cool leur écran, si tu veux. Quoi. Donc, Benjamin? Oui. Oui, dans le fond, moi, j'ai tout le temps une question sur le pricing, mais là, c'était tellement complet, tellement bien fait. Là, regarde, c'était vraiment impeccable. Là. Fait que tu as tout répondu. Je n'ai même pas besoin de poser ma fameuse question. Je trouve que c'est ça qui est le plus important quand on parle d'une fonctionnalité. Fait que c'est très, 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 très précis et très bien présenté. Super, merci beaucoup. Nathalie qui a le même commentaire. Merci beaucoup. Nathalie, plus pour le français même, là, elle est contente qu'on utilise les mots français. Oui, Serge, j'ai une question, moi. Oui, vas-y. Moi, c'est Othman Ablani. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Et puis, ma question, c'est, est-ce que vous prévoyez que Teams va finalement envahir toute la M365 et écraser tous les autres membres? Parce qu'au rythme que ça avance, il n'y a pas de limite. The sky is the limit, comme on dit. The sky is the limit, mais je ne le vois pas. Je comprends la question. Je pense, personnellement, je ne le vois pas comme ça. C'est vraiment là où le travail, ils veulent tout amener à une place, mais il reste que SharePoint qui est derrière pour tout ce qui est contenu. Les fichiers ne sont pas dans Teams, ils sont dans SharePoint. OneDrive, tous ces éléments-là viennent en support à Teams qui prend le contrôle, en fait, de l'espace de l'équipe. En tant qu'équipe, je vais dans Teams et tout va venir vers nous. Les rencontres, aujourd'hui, tout ce qu'on voit avec Teams Premium, c'est réellement les rencontres. C'est même pas Teams. Il n'y a aucune nouvelle fonctionnalité pour les tabs ou les intégrations dans Teams. Les fonctionnalités sont vraiment d'un point de vue rencontre en entreprise. Donc, Teams, à chaque fois, il y a beaucoup de marketing, ce qui fait penser que ça a une ampleur énorme. Mais il y a deux Teams. Il y a Teams, le brand, le positionnement, l'allure, aller chercher des parts de marché puis pouvoir parler avec des gens qui sont chez Google puis les faire amener. Puis ensuite, il y a la vraie fonctionnalité. Puis je ne suis pas du tout inquiet. D'ailleurs, en parlant avec Microsoft, il y a énormément d'investissements qui va dans SharePoint cette année, en tout ce qui est productivité. Ça continue à évoluer. C'est juste que ça sera toujours d'un point de vue présentation ou brand. Teams sera perçu comme plus gros parce que c'est la porte d'entrée vers les autres outils. Donc, ils ne vont jamais mettre autant d'ampleur sur les autres d'un point de vue marketing, d'un point de vue, je veux dire le mot noise, mais je ne sais pas comment dire, bruit. Non, le bruit marketing. Le bruit marketing va être sur Teams parce que c'est le point d'entrée. Puis ensuite, ils espèrent vous amener vers les autres produits qui sont toujours là. Donc, Teams n'aura jamais de fichiers. Teams n'aura jamais de courriel. Teams, c'est les conversations et la porte d'entrée aux autres outils et finalement les rencontres. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui. Le fait qu'on va l'utiliser plus que les autres, c'est déjà pas mal, même si il utilise les autres éléments, parce que si je passe 75% à ça, je veux dire, il prend de l'ampleur, je veux dire. Mais oui, ta réponse est excellente, ça répond exactement à ce que je m'attendais. Merci. Rien.
si je peux juste faire du pouce sur ce que tu disais, c'est que déjà, on ne peut pas vraiment nous prévoir ce qui va se passer, déjà, premièrement. On peut juste exprimer un feeling, là. Mais, non, mais c'est. Tu vas avec ça? Là où je vais avec ça, c'est qu'on est dans un développement produit. Ouais. Donc, on ne peut jamais prévoir ce qui va se passer. Ça va dépendre totalement de la demande des utilisateurs. C'est-à-dire que Microsoft, ils développent un produit et puis ils vont répondre aux demandes des utilisateurs. Mais il y a une chance qu'ils commencent à développer un outil de gestion de contenu. Non, j'ai pas. Absolument. C'est pas là que je veux m'en aller. Okay. Je veux dire, les produits qui existaient auparavant, on sait que l'objectif, c'était de les passer en service. Et ça va continuer. SharePoint va encore se transformer pour devenir encore plus un service. Et on va consommer les API et on va les intégrer dans des interfaces. Teams reste un front-end de collaboration. Puis on en rêvait tous depuis longtemps de ce front-end. Puis après, tu as Teams, les rencontres. Exact. C'est pour ça que je dis il y a toujours 2 Teams, dépendamment. C'est difficile parce que c'est vraiment brand. C'est qu'il y a eu beaucoup d'ampleur qui est donnée à Teams parce qu'il a l'air beaucoup plus gros. Parce que j'ai vu un message sur on ne pouvait pas avoir les courriels, mais les courriels restent dans Exchange, ils restent dans Outlook. Teams fait juste montrer l'environnement de travail en une place. Mais de toute façon, Teams, c'est toujours une boîte. C'est une boîte. Outlook en arrière. C'est une boîte Outlook avec à côté. Donc, ça reste ça dans les services. Il y a pas mal de questions. Je ne sais pas si c'était des questions, mais j'ai vu pas mal de trucs popper. Je ne sais pas si. C'est tous des commentaires sur la présentation. Il y en a un qui dit, Vasté a dit, j'espère que Benjamin reviendra nous voir plus sous peu. On a parlé de Kaisela, mais que Francis disait, c'est pas Kaisela qui va absorber Teams avec des bonhommes sourires, mais Kaisela va être retiré le 31 août. 2023, donc c'est sûr qu'il n'absorbera pas Teams. Attention, parce qu'il ne faut pas être centré sur notre marché. Kaisala, ça a très bien marché dans d'autres marchés, en Inde, entre autres. Kaisala a très bien marché. Donc, il faut attention à ne pas être uniquement centré sur notre marché quand on parle des produits. Je comprends que sur le Canada, ça n'a pas marché puis ça va se retirer. Mais attention, en Afrique et en Inde, ça a très bien marché. Il le garde là-bas? Non, je ne pense pas. C'est retiré, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas toujours être strictement centré sur notre marché à nous. Est-ce que les modèles de rencontres, ils sont disponibles que dans Teams quand on organise son meeting depuis Teams, mais pas de Teams et Outlook. Oui. Quel Outlook? Et Outlook. Outlook, bonne question. Outlook Premium? Oh. Je l'ai vu, je l'ai pas validé. Donc, pour être sûr, je l'ai vu dans Outlook Web. Je n'ai pas validé avec Outlook client, mais normalement, je pense que ça devrait le supporter, mais je préfère pas me... Je pense pas... Juste pour retomber là-dessus, les gabarits de rencontre ou les templates, les meeting templates, c'est vraiment... c'est séparé. Moi, personnellement, j'ai tendance à créer une rencontre, puis peut-être juste automatiquement dire c'est une rencontre Teams pour préparer avec une template, un gabarit. Il faut aller dans un autre bouton. Et vraiment pour dire je veux faire une rencontre avec template versus je veux faire un nouveau appointment, une nouvelle rencontre. Donc, il y a ça qui est... Ça dépend de l'utilisation de Teams. On parle des boutons qui sont dans le chat, là, quand tu es avec quelqu'un qui peut dire... C'est qu'il y a des gens qui sont dans Teams, j'imagine, parce que moi, c'est pas comme ça, mais j'imagine qu'il y a des gens qui vont dans le calendrier Teams, puis ils font leur rencontre là. Là, ils pourraient choisir le bouton, parce que c'est un autre bouton. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a comme New Meeting ou New Schedule a Meeting, puis là, il va y avoir les templates. Si vous êtes dans un Outlook, puis c'est là que vous regardez votre calendrier, puis que vous ajoutez des nouvelles rencontres, vous ne pouvez pas juste double-cliquer sur la bonne date à la bonne heure, puis juste dire que ça va être une rencontre Teams. Il faut vraiment appuyer sur le bouton en haut à droite qui dit « Je veux faire… » ou dans Outlook, c'est ici. « Je veux faire une nouvelle rencontre avec ce template à telle date. » Donc, à voir comment ça évolue. OK, bien cool. Ben, merci beaucoup. C'est vraiment apprécié. C'est le fun
On verra, on fera un concours pour voir qui va vendre le plus de licences Team Premium d'ici la prochaine année pour voir. Puis aussi voir si l'avantage, ce serait le fun, si jamais vous le mettez en place dans votre entreprise décide de le mettre en place. J'aimerais ça, si ce serait possible que vous veniez nous faire une présentation dans 6 mois, puis dire, hey, ça a-tu valu la peine de payer le 7$ ou le 10$ US? Ou ça n'a pas vraiment valu la peine, puis laquelle des fonctionnalités a été utilisée. Ça pourrait être cool, là, éventuellement, dans 6-8 mois, pour pouvoir avoir un retour sur la mise en place de Team Premium. À tous les mois, ben, on a Laurent qui vient nous parler de SharePoint, de OneDrive, un petit peu de Teams. Fait que Laurent, si tu as quelques petits mots à nous dire, tu as dit que tu avais quelques petites choses de préparer. Fait que si tu veux y aller, on te laisse la place. Yes. Puis là, tu as un challenge parce que Benjamin, il s'est forcé pour utiliser les mots en français. Fait que faut que tu utilises tous les mots en français à soir. Il avait un traducteur à côté. Ouais, Vincent va continuer à faire le traducteur. Ok, d'accord. Challenge accepted. On va essayer de faire ça. Je reviens vite fait sur une ancienne fonctionnalité qui était annoncée l'année dernière, auquel j'avais pas pu montrer parce que ça marchait pas encore. Vous voyez déjà mon écran? C'est beau? Oui. Donc c'était en fait dans le Hero, avoir la vidéo qui était déjà en inline dedans. Donc ça maintenant c'est sorti depuis déjà un moment. Je l'avais pas montré le mois dernier faute de temps, mais donc là ça fonctionne cette affaire. Donc ça c'est beau. Voilà, je voulais juste passer là-dessus. Sinon, je dis, il n'y a pas grand-chose, malheureusement, en tout cas pour le mois de janvier. Il y a une page, la page de OneDrive a été recomposée. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir et si c'est déjà livré sur vos environnements. Mais grosso modo, en fait, maintenant, vous avez cette page d'accueil quand vous arrivez sur votre OneDrive, pour laquelle vous allez voir en fait les derniers documents qui ont été ouverts ou modifiés. Et vous avez les filtres qui sont mis maintenant aussi en avant pour sélectionner que des Word, des Excel. C'est pas grand-chose, mais en tout cas, Microsoft a mis ça en place. Et c'est en cours de release. C'est pas peut-être encore partout. J'ai des clients qui ne l'ont pas encore, mais ça s'en vient. Pour ceux, oui. reste sur la page. Pour ceux qui l'ont, là, aimez-vous vraiment ça, cette page-là? Moi, j'ai de la misère avec. Depuis qu'elle est là, je clique toujours sur mes fichiers au lieu de garder la page avec les fichiers récents. Des commentaires là-dessus? Est-ce qu'il y en a qui l'ont vécu, qui l'ont essayé, puis qui ont la même chose que moi ou d'autres commentaires? Moi, j'ai tendance plutôt à ouvrir soit Word, soit Excel, soit PowerPoint, soit peu importe là. Ouais. Et dans ces clients-là, il y a directement un historique des fichiers qui t'ont été partagés, que tu as modifiés, que tu as ouverts. Et j'ouvre depuis là directement. Je ne vais quasiment jamais dans le client web OneDrive, mais c'est mon usage personnel. Ouais, ben pour les fichiers récents, je vois la place, mais ensuite, si tu vas aller chercher quelque chose dans une structure, si tu as le moindrement. Normalement, tu ne devrais pas garder trop de choses dans ton OneDrive, là. Faites ce que je dis et non ce que je fais. Mais j'ai beaucoup de choses dans mon OneDrive, surtout mon OneDrive personnel. Avec mon compte perso, j'ai beaucoup de stock dedans, puis j'aime mieux passer par mes fichiers. Oui, En fait, ouais. il y avait quelqu'un qui a la main levée. Francis? Oui, c'est la même chose que toi, Serge. Puis je te dirais que cette interface-là, c'est la même que sur l'interface mobile qui existe depuis très longtemps. Là. Fait qu'il y a l'accueil dans l'interface mobile là, sur cellulaire. Puis moi aussi, là, je trouve ça tellement fatigant, ça ouvre dans l'accueil, puis tout le temps pris pour aller basculer sur mes fichiers. Donc là, j'imagine par souci de cohérence, ils l'ont fait pareil, mais tant qu'à moi, je préfère aussi l'autre. J'aimerais mieux qu'il y ait comme récent qui soit en deuxième, mais que de base, ce soit la structure de dossier traditionnelle. Je vais prendre le commentaire de Stéphane en compte parce que c'est exactement ce que j'allais dire aussi. En fait, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on sélectionne un fichier, en fait, il ne va pas que chercher dans le OneDrive, il va chercher à tous les conteneurs auxquels vous avez accès, les Teams, les SharePoint et vos OneDrive. En fait, auparavant, on avait cet onglet-là quand on était dans My File, quelque chose comme ça par défaut parce que le Home n'existait pas. Et il y avait genre le My Activity, je crois, avec un onglet et sur lequel on pouvait voir en fait tous les fichiers pour lesquels qui nous étaient partagés, auxquels on avait dernièrement accédé, qui n'étaient pas de OneDrive à ce moment-là. Donc en fait, ils ont tout unifié dans cette vue Home maintenant, qui permet d'avoir accès justement aux derniers fichiers modifiés, que ce soit dans votre OneDrive ou dans n'importe quel site SharePoint ou Teams.
Parce Ouais, que mais c'est c'est la le, même. ouais, c'est le paradoxe de OneDrive qui a deux rôles, le rôle des fichiers en général, puis le rôle des documents personnels. Puis c'est tout le temps, là, il est à cheval entre les deux et il se présente comme l'application des fichiers universels. Donc, il va chercher tout ce que tu as accès dans le SharePoint aussi et aussi les documents personnels. Puis c'est tout le temps ce tiraillement-là dans l'interface qui vient chercher, puis la confusion aussi auprès des utilisateurs. Là. OneDrive, c'est souvent présenté comme les documents personnels, mais là, subitement, tu te fais présenter plein d'affaires qui sont dans SharePoint, puis ça peut être mélangeant, ou vice-versa, dépendamment de comment ça a été présenté. Ça avait déjà Et le rôle de commencé avec les... synchronisation. Ouais, exact, oui, Ouais, aussi. en plus. Et ça avait déjà commencé aussi avec les liens quand vous pouviez faire les shortcuts déjà de vos SharePoint, ce folder, vers votre OneDrive pour pas avoir à chaque fois à les chercher. Ça avait aussi continué avec les Quick Access ici qui vous permettent d'avoir accès direct au groupe. Tout ça a commencé par là d'ailleurs, je dirais les Quick Access et après les links qui sont rajoutés, que maintenant en plus vous pouvez faire des drag and drop et carrément les mettre dans des dossiers, vos links si vous voulez. Ça devient juste oufissime. Mais effectivement, en fait, tout ça, ça fait qu'il y a plus d'accompagnement réalisé auprès des clients. Ouais, le nouveau Home du OneDrive, c'est quasiment une réplique du Home du Office 365 ou presque. Là. Je comprends pas. À part les recommandations, tu as des fichiers, puis si tu vas à gauche là, dans mon My Content, c'est en anglais, dans mon contenu, ça ressemble. T'as pas les petits filtres magiques. T'as pas les filtres magiques Word, Excel, PowerPoint, c'est ça. Ouais, mais va dans les filtres, en haut à droite, dans les filtres, tu vas être capable d'aller les chercher pareil. Là. Ah, mais c'est plus compliqué. Il y en a plus. 2 clics. Il y en a même plus. Mais il y a 2 clics. Mais oui, okay. En fait, c'est vrai que c'est quand même un point intéressant parce que j'ai eu la question pas plus tard que ce matin. Pourquoi est-ce que maintenant on a ça? Donc, oui, ça commence à devenir intéressant de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir expliquer aux utilisateurs. Le deuxième point sur lequel j'étais tombé, c'est en fait, j'ai pas mal d'utilisateurs qui disent ouais, c'est cool stream maintenant sur SharePoint, mais comment maintenant je vais recréer mes playlists parce qu'on n'a plus la notion de groupe avec des conteneurs dedans, des canaux, pour pouvoir stocker différentes vidéos et les paramétrer. Et en fait, Microsoft a plus ou moins répondu à la question, plus ou moins, je dis bien, parce que je suis pas encore tout à fait convaincu de leur affaire là, mais grosso modo, on est capable depuis List maintenant de créer en fait une playlist. Si je m'en vais vite fait, c'était pas encore le mois dernier, en tout cas au début janvier, ça y était pas encore, j'avais regardé, mais là c'est apparu, donc en gros on va pouvoir directement, depuis playlist ici, sélectionner, enfin il va vous proposer déjà des vidéos et tout, mais en gros on pourra utiliser le template et là on va être en mesure d'avoir en fait un viewer à droite et la liste en fait des différentes vidéos qu'on va pouvoir utiliser à gauche. Donc si je regarde vite fait comme ça rapidement. J'avais configuré une fois, mais pas sur cet environnement. Mais grosso modo, on pourra facilement avoir donc notre playlist à gauche, donc les items ici à gauche, et à droite, on va pouvoir avoir le viewer. Donc on va pouvoir créer une playlist qu'on va pouvoir ensuite partager via des pages SharePoint ou directement à des utilisateurs, comme vous pouvez plus ou moins le faire avant avec Stream. Et le dernier, que j'ai trouvé, on va dire, qui est en cours en tout cas de progression, qui était déjà là avant, mais pas tout à fait encore correct, c'est les couleurs dans vos calendriers. Donc en fait, j'ai eu pas mal de demandes là-dessus parce que dans le classique, je ne sais pas si vous vous rappelez, on pouvait le faire. On pouvait dans les classiques calendars ajouter des couleurs en fonction des types d'événements ou en tout cas des calendriers superposés. Eh, t'as vu, j'ai même pas fait de overlay, hein, comme j'ai failli le dire. Donc j'ai fait français. Et grosso modo, quand vous allez sur votre format, sur la mise en forme de votre vue actuelle, vous allez pouvoir justement gérer des rôles et définir, par exemple ici, alors attention parce que tous les types de métadonnées ne sont pas supportés. Alors, j'ai pas encore trouvé toute la liste exhaustive, mais grosso modo, si vous mettez juste une string, ça ne marche pas pour les rôles. Donc, pardon, pour les rôles à modifier. Et donc là, par exemple, pour la liste de choix, je l'ai pris ici pour le type d'événement. On dit qu'il est égal à une valeur qui est déjà prédéfinie. Et on va pouvoir définir justement la couleur qui va bien. Donc, vous êtes capable après donc d'avoir différentes couleurs. Pourquoi pas en fonction des catégories ou en fait tout type de métadonnées que vous estimez intéressantes pour pouvoir coloriser un peu votre calendrier.
Je vais faire un peu de plagiat, pas de plagiat, mais plutôt de spoil. C'est parce que je l'attends, on va dire, assez impatiemment. C'est qu'aujourd'hui, le calendrier est mensuel. Et normalement, il s'en vient. Là, je l'ai vu chez un client, peut-être vous l'avez déjà chez vous, mais il va y avoir aussi la vue en mode semaine, en mode hebdomadaire. Vous pourrez en fait choisir donc du lundi au dimanche ou la vue mensuelle. Donc celle-là, je l'attends, je ne l'ai pas encore sur mon environnement. J'ai un seul client aujourd'hui qui l'a à sa disposition. Donc peut-être vous l'avez, ou en tout cas si vous ne l'avez pas, ça s'en vient. Il y a une question de Julien. Yes. Oui, en fait, on peut même, une fois que sont créées tes règles, là, tu peux même, après ça, en mode avancé, aller les ajuster, les couleurs en JSON pour ne pas être pogné avec les couleurs de base. Tout à fait. Vraiment, Enfin, vraiment génial. Là, ça demande un peu plus de capacité et de connaissances, mais effectivement, là, les couleurs, l'avantage, c'est qu'on va utiliser les couleurs de CSS Microsoft, mais après, effectivement, vous pouvez assez facilement, bon, ici, c'est la fonte, blablabla, le background color, ça va être celui-là. Donc, si on fait, par exemple, j'ai un purple ici, je lis ce qu'il y a marqué, hein. C'est pas juste que je ne fais pas de la traduction, mais si je fais peut-être quelque chose comme ça, avec un aperçu, voilà, donc là, il m'a fait une autre couleur. En fait, il m'a fait une autre couleur. On peut mettre de l'hexadécimal, on peut mettre un peu ce qu'on veut, effectivement. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention. Quand on applique le JSON, après ça, on ne peut pas revenir dans le mode normal, sinon ça le pète tout. Exact. C'est un bon point aussi, ça. Voilà pour moi. J'ai malheureusement pas plus d'input pour ce mois-ci. C'était assez light. Très bien, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Moi, je n'ai une petite nouveauté qui est arrivée en décembre. Je l'ai testé, puis quand je l'ai testé, j'ai pensé à Francis. Je ne sais pas si Francis l'a vu, mais tu me diras, Francis, il y a un outil qui permet d'éditer les PDF directement à partir de Teams maintenant. Est-ce que tu as vu ça, Francis? C'est-tu l'application Adobe Acrobat officielle? Oui, l'application Adobe. Oui, c'est ça. C'est la même que sur SharePoint. C'est juste qu'ils l'ont mis dans Teams. Ouais. Et je l'ai retesté après ma conférence, puis c'est toujours aussi merdique finalement. Là, il y a. Tu sais que tu as une version française pour ça? Pour merdique. C'est pas. Non, j'essaie de me souvenir qu'est-ce qui n'a pas marché parce que je l'ai réinstallé chez un client suite à ma conférence. Puis, je n'arrive pas à me souvenir qu'est-ce qui ne marchait pas, là, mais ça ne fonctionnait vraiment pas. C'était l'application Adobe Acrobat sur mon écran, ouais. Ouais, ça, c'est la version dans le browser, là. Mais la version dans le browser est très, très légère, puis ça ne nous aide pas nécessairement à ouvrir Adobe Acrobat. Oui, mais juste installer ça. Oui, c'est ça. Juste installer ça. Si je viens dans mon équipe Teams, en installant l'application, première chose, c'est qu'on a accès à l'application dans la barre de gauche où on voit tous nos PDF qui sont accessibles, puis on peut les modifier directement à partir d'ici. Fait qu'il va se souvenir de nos PDF. Puis aussi, ce que j'ai trouvé cool, c'est que comme dans Office, on a le bouton maintenant d'ouvrir dans Acrobat. Fait que quand je l'ouvre dans Acrobat, il l'ouvre dans la première phase dans l'Acrobat Web, mais on a quand même le bouton pour ouvrir dans l'application Bureau. Puis là, il va l'ouvrir à partir de mon poste de travail. Ça fait beaucoup de clics pour l'ouvrir, là. Mais une fois qu'il est ouvert, comme l'application Acrobat Bureau, il va extraire le fichier. On peut l'ouvrir et l'extraire. Et ensuite, ça va ouvrir le fichier directement avec l'application Acrobat qui va nous permettre d'aller modifier le fichier, d'aller changer du texte, aller ajouter des images. Et là, c'est mon même document, mais qui est ouvert avec mon application Acrobat locale sur mon poste de travail. Et là, c'est là que je me souviens ce qui n'a pas marché, c'est que Adobe Acrobat ne supporte pas l'authentification moderne. Et il faut absolument activer le Basic Authentication. C'est peut-être pas exactement ça, là, mais il est tellement vieux là, qu'il n'est pas capable de parler avec les derniers protocoles d'authentification. Donc, si tu n'as pas activé le legacy ou quelque chose comme ça d'authentification, ça ne fonctionne pas, l'ouverture. Puis c'est là que ça a tout rejeté à terre l'espoir que j'avais. J'avais installé chez le client. Puis l'autre affaire super le fun, c'est que désinstaller ça,
disons, la version pour SharePoint, là, c'est pas un cadeau, là. Ça se percole partout, ça s'en va dans Azure, ça remplace tous les liens pour ouvrir. Puis là, comme c'est très long avant de se désinstaller, puis il y a des caches un peu partout, bien, si quelqu'un va cliquer sur un PDF, il redemande à installer l'Adobe Acrobat, puis là, ça se réinstalle encore avant même d'avoir perdu. En tout cas, c'est tout un tour de passe-passe à désinstaller après coup. Puis je parle de la version SharePoint, là. Okay. Mais la version d'Anting, moi, Acrobat, jusqu'à maintenant, je trouve que ça fonctionne super bien. Là. La version browser? La version qui est l'application Teams, là, que je vais vous partager le lien. Jusqu'à maintenant, moi, je vois aucun problème. Je l'ai installé. Ça permet d'ouvrir mes PDF, de les modifier directement à partir de Teams parce qu'avant, ils les ouvraient juste dans le web. Je ne pouvais pas rien faire avec. Je vais vérifier là. Est-ce qu'il y en a d'autres qui l'ont essayé? C'est pour ça que je voulais le présenter aussi pour voir s'il y en a d'autres qui l'ont essayé. Oui, moi j'ai essayé, j'ai ma main levée déjà. Ouais. C'est que c'est un vieux carcan, c'est une vieille machine, c'est un tank russe. Tu vois, c'est pas bon. Alors, il y a d'autres modernes comme Nitro Pro, comme Foxit. Tout ça, c'est facile. Va faire une signature avec Adobe, c'est un calvaire. OK? C'est vraiment lourd des années, si tu veux, 2000, cette affaire-là. Et puis, il s'attache, lui, commercialement, à toutes les grandes organisations, parce que comme le gouvernement fédéral, par exemple, ils ne peuvent pas s'en sortir parce qu'Adobe est ramifié partout. En plus de ça, au niveau machine, au niveau RAM et tout ça, il te bouffe la machine parce qu'il est composé de petits morceaux, tout ça. Moi, j'haïs cette application. Je suis d'accord aussi, mais c'est la seule qui a un début d'intégration avec SharePoint et Teams. Parce que Foxit et tout ça, pourquoi personne d'autre prend le lead et fait une meilleure intégration avec SharePoint? Ça me dépasse. C'est toute la vieille philosophie de SharePoint 2007 où tu as juste une site collection, fait que tu rajoutes ça dans ta liste de sites, puis à la main, puis il n'y a pas de lien. Il n'y a aucun qui a pris le lead pour faire une vraie intégration. Sylvain, il a la main levée. Oui, c'est ça. Nous autres, on l'utilise chez mon client aussi. Puis on avait beaucoup d'enjeux. Il travaillait énormément avec les PDF. Puis c'était tellement un enjeu que pour éditer les PDF, c'est rendu que le monde synchronisait tout sur leur poste pour être capable d'ouvrir dans l'application cliente. C'était le bordel. Évidemment, de temps en temps, le petit nuage bleu, il déconnectait. Le monde ne s'en rendait pas compte. Il modifiait des documents. Puis, tu ne vois pas ma modification dans SharePoint. SharePoint, c'est de la merde, mais finalement, c'est la synchronisation qui ne marchait pas. Les documents étaient modifiés dans SharePoint. Les conflits, après, c'était vraiment le bordel. Là, finalement, ils l'ont implanté, ce petit plugin-là, puis ça a résolu quand même pas mal de problématiques. Là, moi, je n'ai pas de mauvais commentaires. C'est sûr qu'on partait tellement de loin, c'est juste un bénéfice au bout du compte. Mais il y avait un enjeu avec la sécurité, c'est que les documents, semble-t-il, ils restent sur un serveur aux États-Unis pendant un certain temps, là, pendant la mise à jour. Fait que ça avait bloqué au niveau de la sécurité, mais les utilisateurs avaient tellement mis de pression comme quoi que SharePoint, ce n'était pas utilisable. Il y avait beaucoup de monde qui voulait annoter des documents. Il y a des adjoints qui devaient fusionner des documents. Il y avait des signatures. En tout cas, c'était vraiment très, très lourd de devoir toujours travailler en mode synchronisé ou de le télécharger sur le poste. Où on avait un petit plugin aussi une année, mais c'était compliqué aussi. Là. Il fallait qu'on aille naviguer pour aller chercher le PDF dans SharePoint, puis on pouvait l'éditer sur notre poste. Bref, le petit plugin dont on parle, ça a quand même bien fait le travail. Là. On n'a pas eu de problème avec l'authentification. On est tout en MFA, puis ça marche bien. Là, on édite directement. C'est pas tant le MFA, c'est permettre l'authentification legacy. C'est pas ce feature-là. Moi, j'étais en MFA sur mon tenant, puis ça marche, mais c'est juste parce que j'enable le legacy, quelque chose d'authentification. Ça, j'avais pas vu. Et chez mon nouveau client que je l'avais essayé, ça, c'était pas activé. Puis là, je me suis pas embarqué à dire on va activer le legacy. Là. Ça fait pas. Je trouvais super sérieux de demander ça. Là. Mais c'est ça qui bloque le bouton ouvrir dans l'application de bureau. Puis moi, j'ai un autre client que j'avais installé ça il y a quand même 2 ans. Là, puis un des problèmes, souvent, c'est qu'il ouvre,
puis ça ne charge pas. Fait que des fois, comme les serveurs Adobe, ils ont de la misère parce que c'est vraiment une copie qui est faite. À chaque fois que tu ouvres un document PDF, il copie dans le cloud d'Adobe. Des fois, ça glitch, puis là, il y a comme un écran blanc. Fait que ça, c'est un commentaire que j'avais eu à force d'avoir du monde, là, puis je l'avais vu moi aussi, cet enjeu-là. Là. OK. Mais c'est quand même un beau plugin parce qu'on a eu beaucoup de scénarios qu'on migrait d'un serveur de fichiers vers SharePoint. Puis les gens qui travaillent juste avec des documents Office, ça marchait bien. Mais du moment qu'il y a des scénarios d'utilisation avec les PDF, là, c'était tout le temps très, très complexe. Puis là, le premier réflexe, synchronisation. Ils ajoutent un raccourci dans leur OneDrive, puis ils synchronisent. C'est le sujet de ma conférence de décembre. Ça commence toujours mal, ça. Fait que, en tout cas, moi, je l'aime bien. Fait que j'ai pas eu de mauvaise expérience encore à ce jour là, avec ce plugin-là. Une des expériences que j'ai vues, c'est pas avec la synchronisation, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on modifie le PDF, il extrait le fichier dans SharePoint. Fait qu'il ne faut pas oublier d'archiver parce qu'on se ramasse avec plein de PDF qui sont extraits, puis on peut plus, il n'y a plus personne qui peut les travailler. Puis même en plus, les gens ne voient même pas les changements qu'ils ont faits dans leur PDF. Fait que ça, c'était un des premiers réflexes au début. Là. Les gens faisaient des modifications, puis ils ne comprenaient pas l'histoire d'archivage, puis ils faisaient juste fermer, ils partaient. Puis là, ils disaient, ben, mon PDF, je l'ai mis à jour, puis là, ben non, je ne le vois pas. Ben, tu vas voir, puis le PDF, il était extrait. Fait que ça, il faut qu'ils réalisent qu'il y a une extraction, une petite formation aussi à faire. Mais je vais continuer de jouer avec. Là. Ça fait 2 semaines que je l'ai installé. Fait que je voulais juste le montrer. Je savais pas si je me doutais bien que tu l'aurais testé à l'intérieur de Teams. Je vois que Sylvain l'a installé, ça semble fonctionner. Cathy, j'ai vu que tu avais mis des commentaires. L'as-tu utilisé aussi? Non, j'ai pas encore eu le temps, mais je veux le faire. OK. Je veux le tester. Fait que c'était le petit mot du mois. J'avais rien préparé parce que dans les 2 dernières semaines, je suis dans le jus complètement. Fait que j'étais content que Benjamin ait transformé sa présentation qui pensait prendre 15 minutes en 1 heure. Fait que ça a rempli le temps aussi. Laurent qui nous a présenté quelques petites nouveautés. Vous, est-ce que vous avez des nouveautés? Je sais que Nico, il y a un petit peu de temps aussi. Il y a des petites choses qu'il voudrait nous parler. Il y a Laurent qui a levé la main et Cathy qui ont levé la main. Je vois juste Cathy. C'est bon, manipulation accidentelle pour moi. OK, parfait. Pardon. Oui, Cathy? Oui, la discontinuité de wiki de Teams. Juste, c'est pas si important que ça, mais ne l'oubliez pas quand même. Je ne sais pas si vous l'avez entendu parler. Et il va y avoir un outil à la mi-février. Microsoft va nous offrir un outil pour permettre de transférer les wikis vers OneNote. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu ça. OK, mais c'est un bon point, ça. Je ne connaissais pas ça. Puis justement, pendant qu'on parlait tantôt, j'avais ShareGate, puis je migrais des teams, des canaux d'un team à un autre. Puis justement, tous les petits onglets, il y avait les fameux wikis. Fait que là, j'étais en train de refaire les cut and paste, puis refaire les petites sections et tout ça. Un bon point. Puis justement, on a décidé puisqu'on allait faire en sorte de pouvoir gérer si oui ou non on copiait le wiki ou pas. Mais vu que Microsoft a annoncé qu'ils allaient enlever le wiki de Teams, et on a juste complètement abandonné parce qu'on a dit de toute façon, ça n'existera plus, donc ça ne sert à rien de le migrer. Là. Fait que tout ce qui est, et c'est un bon point en fait, tout ce qui est wiki Teams, là, on ne parle pas de wiki autre chose. Là. La petite case que tout le monde décochait quand il partait un Teams, je pense que le data a montré ça. Je voulais juste toucher sur un point et une question à propos des canaux partagés, les share channels dans le chat. Puis je viens de faire une investigation aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va aider avec côté question. Là. Donc, si quelqu'un, je pense que la question, c'est si quelqu'un l'a déjà mis en place. Oui, c'est un petit peu complexe à mettre en place. Mais je fais quelques investigations parce qu'on regardait si oui ou non on devrait le supporter comme scénario avec notre produit. Et je voyais que plus de 57% des tenants ont des share channels en ce moment. Puis on a, je ne sais pas si je peux partager vraiment combien de tenants qu'on a, mais ça représente un bon pourcentage. Je pense qu'on va le partager bientôt, cet autre chiffre. Mettons, en ce moment, avec ShareGate, on a il faut que je fasse attention au mot, là, mais on est capable d'aller jusqu'à un reach il y a à peu près 27 millions d'utilisateurs dans les entreprises. Fait qu'à travers ça, oui, ça pourrait être tout dans une même entreprise, mais ce n'est pas le cas. Fait que nous,
on peut voir l'utilisation, on peut voir certaines configurations anonymisées, bien sûr, il faut le dire. Mais tout ce qui est, si vous demandiez est-ce que les gens l'utilisent, est-ce que c'est populaire ou pas, c'est très populaire. J'étais surpris parce que c'est une nouvelle fonctionnalité. Je ne pensais pas que ça avait été si bien adopté si rapidement. Donc, nous, ce qu'on voyait, c'était quand même, il y avait déjà 57% des tenants. Je ne sais pas le mot en français pour ça. Le 57% des tenants qu'on voyait avaient déjà la fonctionnalité, puis chaque tenant avait ensuite à peu près 7 shared channels ou canaux partagés dans leur environnement, là, plus ou moins. Fait que ce que je peux te dire là-dessus, c'est que oui, je suis d'accord, il y a une complexité à la mettre en place, mais ceux qui l'ont mis en place commencent à être de plus en plus et ils sont contents avec les très, très populaires comme demande pour nous de feedback, de support, de faire plus avec ça. Donc, les gens l'utilisent. Oui, mais il y a deux choses. Je vais juste répondre rapidement, Xavier, puis je te laisse aller. Mais il y a deux choses avec les canaux partagés. Il y a les canaux partagés que tu peux partager avec des équipes puis des gens de ton organisation, puis les canaux partagés à l'extérieur de l'organisation. Oui. Les canaux à l'intérieur, c'est facile. Les canaux à l'extérieur, ça, c'est plus compliqué. Fait que, oui, Xavier, fait que c'est peut-être pas tous des canaux partagés à l'extérieur. Non, moi, j'ai été focus sur externe, en fait, parce qu'on a une fonctionnalité de guest user puis d'external sharing. Donc, c'était surtout pour ça que. Tu avec l'externe? OK. Ma question était un peu la même. C'est est-ce que tu as une idée du nombre de domaines qui sont connectés en Azure B2B Connect pour les canaux partagés ou pas avec les clients? Parce que c'est ça qui est intéressant. En interne, je trouve pas ça fantastique, mais avec l'externe, c'est vraiment là où ça a de la valeur. Nous, le seul problème qu'on a eu, puis je le partage, il y en a peut-être qui auront le même problème, c'est quand on crée un canal partagé, il applique à l'instant où vous le créez les domaines que vous avez autorisés sur le SharePoint primaire. On a mis 3 mois à trouver ça, Microsoft n'a pas su nous répondre, mais vous ne pouvez plus jamais le changer. Donc, si vous autorisez un domaine dans votre SharePoint et qu'il accède à ce canal-là pour les documents, par exemple, bah, vous ne pourrez jamais rajouter un autre domaine externe dans ce canal privé partagé pour qu'il partage les documents. C'est pas si simple que ça et c'est très, très mal décrit, mais voilà, on a fini par comprendre. Ouais, tout ce qui est engineering derrière cette fonctionnalité, on va arrêter la conversation là, mais. non, au contraire. Non, mais moi, on a eu beaucoup de conversations. Là, je fais attention à ce que je dis parce que Vincent est à côté. Mais non, je pense qu'il y a eu énormément de back and forth quand ils essayaient de développer cette fonctionnalité-là. Puis à la fin, moi, personnellement, je n'étais jamais vraiment satisfait de l'option qui a été choisie. Mais on vit avec. C'est ça qui est en production. On s'en parlera après l'enregistrement. Ouais, il y a un message de Stéphane là, qui dit qu'il ne sera plus possible d'ajouter des vidéos dans Stream Classic à partir du 15 mai. Bon, on en a déjà parlé, je pense, dans une session là, de l'outil de migration. L'outil de migration avait des hiccups. Je ne l'ai pas réessayé récemment. Est-ce qu'il y en a qui ont essayé de migrer les vidéos avec l'outil de migration? Sylvain, oui, vas-y. Il est comme ça. Je n'ai pas essayé encore, mais je suis en train de regarder. Il est où cet outil de migration-là pour les vidéos dans Stream? Je vais te le partager. Est-ce que ShareGate fait ça, les migrations de Stream? Quand on a vu que Microsoft sortait quelque chose, alors on a dit on allait le faire, puis après on a dit non. On va laisser Microsoft, c'est juste des vidéos, il n'y a pas, pas besoin d'un ShareGate pour ça. OK, peut-être juste fermer la parenthèse tantôt pour les wikis. L'outil pour migrer, dans le fond, les utilisateurs, qu'est-ce qu'ils ont à faire là, quand ils ont un team avec des wikis? Puis il y en a des fois qui ont beaucoup de pages et beaucoup de sections et tout ça. Il y a un outil qui va permettre de tout prendre ça et d'envoyer ça dans un OneNote. Ça va être. C'est un outil qui est déjà disponible ou si c'est. OK. Fait que ça, c'est pour l'outil de. Non, c'était pour le stream? Ouais. Parfait. Mais elle l'a posté tout à l'heure, Cathy, il me semble. Oui, vous l'avez. OK, il est en haut un petit. Dans le chat, il est plus haut. Ouais. OK, parfait. Fantastique. Merci bien. Benoît. Ouais. Oui. Tout ce qui est migration Stream, l'équipe produit de Stream a fait des vidéos, ils font des rencontres mensuelles depuis un bout de temps où ils partagent beaucoup d'informations. Et là, avec l'outil de migration qui devient disponible officiellement, je pense que c'est le 15 février qui va être releasé pour vrai, là, ils ont parti un autre track une fois par mois aussi, une rencontre d'1 heure où on peut poser toutes les questions. C'est vraiment interactif avec l'équipe produit. Puis si
Si on a des cas particuliers, ils nous aident à les régler. Ils vont escalader des billets si on ouvre des billets pour être certain que quelqu'un travaille dessus. Là. Si vous regardez pour la migration de stream, c'est très intéressant de s'inscrire à ça. C'est ouvert à tout le monde. Là. Je peux essayer de trouver le lien pour demander d'y participer. Mais c'est... Ouais, si tu peux le partager dans le meetup parce qu'on n'aura pas le choix. Là. Tout le monde va devoir migrer du stream classique vers le stream, le nouveau stream éventuellement. Là. Ouais. Ben cool. D'autres annonces nouvelles que vous voudriez partager? Moi, j'en ai une belle à vous partager. On a commencé à travailler sur le site. On va avoir une conférence en présentiel vendredi le 28 avril. L'annonce, le site, il est live, mais il n'y a pas de page d'inscription encore. Il n'y a pas d'agenda. L'appel aux conférenciers va être lancé d'ici la fin de la semaine. Donc, conférence en présentiel le 28 avril dans les bureaux de Microsoft. Quand l'inscription va ouvrir, faites ça vite si vous voulez être là parce qu'on a de la place seulement pour 100 personnes. On a 800 membres dans le groupe d'usagers. Ça peut se remplir assez rapidement. Ça va être premier rendu, premier servi. On va essayer quand même si on n'a pas le droit, si on ne devrait pas, on a la liste des gens qui participent fréquemment aux rencontres mensuelles. Puis je vais proposer, moi, de regarder la liste de ceux qui participent fréquemment aux rencontres mensuelles, puis donner la priorité à ces gens-là s'ils veulent venir en présentiel, parce que vous nous supportez, vous êtes là régulièrement. Fait que ce serait plate que si on fait une conférence en présentiel, que vous ne pourriez pas venir parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas là régulièrement. Fait que je vais essayer de favoriser, trouver une façon de favoriser les personnes qui sont là, qui nous suivent depuis plusieurs années et qui sont là régulièrement. Fait que, ça va être la conférence, puis il va y en avoir une autre en juin aussi, une autre conférence en présentiel qui va être annoncée bientôt à Montréal aussi. On va peut-être avoir besoin de sponsors, fait qu'on va aller cogner à la porte de quelques personnes. Donc, ShareGate, ils ont toujours été là pour nous, fait que ça me surprendrait. Ouais, c'est ça. Donc, Nicolas, il te reste un 20 minutes, si tu veux. On va faire un tri alors. En fait, ça fait longtemps qu'on en parle, donc l'intégration de tout ce qui est AI, vous le voyez de plus en plus arriver. Surtout, vous commencez à comprendre un peu mieux à quoi ça commence à servir au niveau de Viva. Donc, dans Viva, il y a énormément de fonctionnalités qui s'en viennent et qui vont probablement arriver tout doucement. Donc, celle que vous avez suivie, probablement, vous avez plus entendu parler, c'est Viva Goals. Donc, regardez bien du côté de Viva Goals parce que c'est l'exportation, l'application du machine learning pour extraire les tâches qui va permettre d'alimenter Viva Goals à terme. Donc, c'est quand même assez intéressant. Cela dit, ce que je veux juste ajouter par là, c'est que là-dessus, c'est l'outil a beau être le meilleur de la Terre, même si vous avez de l'intelligence artificielle qui, entre guillemets, est de plus en plus avancée et de plus en plus améliorée avec du 3.5 ou même du 4 qui commence à travailler sur GPT. GPT n'est qu'une machine qui comprend le langage naturel et qui est capable de répondre en langage naturel. Donc, en fait, ça permet à un robot de ne pas ressembler à un robot quand il vous répond. En gros, c'est à ça que sert GPT. Donc, lorsque vous allez commencer à automatiser vos réunions, aussi magique que soit l'outil, si vous ne structurez pas vos réunions un minimum, ça va être compliqué pour vous pour en sortir le meilleur contenu possible. Donc, ce que je veux juste dire par là, c'est travailler sur la manière dont vous allez commencer à amener les structures de réunion. Je sais, ça fait des années que tout le monde le dit. Il y a des super cours qui existent sur le sujet. Comment structurer une réunion avec l'agenda qui est publié. Benjamin parlait tout à l'heure de comment préparer la réunion avec un agenda qui est structuré, permettre à des personnes de connaître l'agenda et le timing en avance de phase pour être capable de prévoir le moment où ils vont être intéressants dans la réunion. Il y a tous les outils qui s'en viennent en arrière pour être capable de savoir qu'est-ce qui s'est dit au moment où je n'étais pas là, et voire même, on va le voir arriver dans Viva,
la capacité à recevoir après la réunion les minutes où vous n'avez pas été présent qui auront été condensées et résumées. C'est le genre de choses qui vont arriver. Mais ça, il n'y a pas de magie. Si vous ne préparez pas vos réunions et si vous ne structurez pas vos réunions, ChatGPT, aussi bon qu'il soit, il ne résoudra pas tous vos problèmes. Donc, en arrière, ce qu'il faut voir maintenant, c'est que vous avez, depuis aujourd'hui, puisqu'il a été GA depuis hier ou avant-hier, je crois, ou même aujourd'hui, vous avez Azure OpenAI qui est enfin GA. Donc, ça fait longtemps que Microsoft travaille sur cette intégration. Pour rappel, Microsoft a investi depuis 2021 sur OpenAI, qui, au passage, est une entreprise d'Elon Musk, ou en tous les cas, un groupe de recherche qui a été monté par Elon Musk il y a déjà 5 ans, en 2020 à peu près, qui a été démarré. Donc, Azure OpenAI, qu'est-ce que c'est? En fait, pour l'instant, c'est une grosse machine qui permet de rassembler les cognitive services qu'on avait auparavant et de les ramener dans une forme plus structurée, plus facile à vendre. Auparavant, on avait des cognitive services qui étaient vraiment très axés sur la vidéo, sur le son, sur le texte. Donc, c'était juste des services, encore une fois, qu'on était capable de consommer. Le but de OpenAI, c'est d'amener ça dans des solutions qui sont exploitables. Donc, d'être capable d'avoir des modèles préentraînés pour faire de la reconnaissance de réunion et d'être capable de les intégrer dans les solutions. Okay? Donc, Microsoft s'appuie sur cette nouvelle couche de services pour pouvoir délivrer des nouveaux services. Le but en arrière, il est le même que pour toutes les autres compagnies. Le but premier de OpenAI, ce n'est pas de vous permettre de jouer avec ChatGPT, qui au passage, pour l'instant, est un outil gratuit et qui ne rapporte rien à personne. Okay? Donc, ce sont des entreprises commerciales et Facebook, Google, Twitter ou n'importe quelle autre compagnie travaille sur un seul modèle, celui qui leur rapporte de l'argent. Okay? Donc, l'idée, c'est les développeurs aujourd'hui, il y a, je suis désolé de le dire, mais il y a au moins 50% ou 60% de leur travail qui peut être automatisé pour se passer, non pas des développeurs, mais qu'ils puissent s'orienter sur les fonctionnalités qui ont le plus de valeur, qui restent le plus intéressantes à développer. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être capable d'aller sur du développement automatisé dans ces compagnies-là. Et au passage, pour leur permettre d'avancer dans le développement de ces fonctionnalités-là, c'est de vous les vendre. Donc, la première fonctionnalité qu'on trouve, c'est vraiment comment est-ce que GPT-3 est intégré à l'intérieur de Power Platform avec le beau logo de Power Apps et donc disponible dès maintenant la possibilité dans du Canvas ou dans du model driven, mais c'est plutôt dans du Canvas aujourd'hui, d'intégrer le modèle conversationnel et d'être capable de poser la question directement sur les fonctions que vous souhaitez réaliser. Okay? Donc, c'est aussi simple que ça pour l'instant, c'est poser une question en langage naturel sur une fonction qu'on appelait les fonctions DAX jusqu'à maintenant, mais qui sont maintenant les fonctions PowerFX. Okay? Donc, c'est vraiment la migration vers PowerFX qui est en train de s'effectuer avec le soutien en fait, de la compréhension du langage de ChatGPT. Donc, pourquoi est-ce que c'est important? Enfin, pardon, pas ChatGPT, mais GPT-3, pardon. Même moi, je fais le lapsus. Donc, pourquoi c'est si important? C'est pour justement être capable de fournir ces fonctionnalités-là. Il faut être capable de les financer, donc il faut être capable de faire du marketing. Et je pense que depuis début décembre, on a bien vu que le marketing avait bien marché sur ChatGPT. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent par rapport à ça. Il y a une fonctionnalité qui est super intéressante, qui n'existait pas pour l'instant dans Power Apps, particulièrement dans la partie model driven. C'est que, si vous avez fait attention, pourquoi est-ce que Microsoft a retiré, on en discutait juste avant le début de la réunion, pourquoi est-ce que dans la stratégie, Microsoft a retiré Power Apps Portals de la gamme de produits Power Apps? Si vous avez remarqué, ils l'ont transformé en Power Pages. Parce que Power Pages, il y a une réorientation du produit. Vous savez qu'en arrière, dans toute la Power Platform, on utilise maintenant plus IIS, comme il y a très longtemps, on utilise les Web Applications d'Azure. Donc, c'est la grande migration des Web Applications d'Azure. Oui, mais c'est de là dont on vient, quoi. Et donc, les Web Applications, aujourd'hui, elles offrent la possibilité d'aller bien plus loin dans tout ce qui est insight et beaucoup plus de possibilités sur l'analyse des applications. Donc, c'est la raison pour laquelle on migre aussi tout vers ce type de fonctionnalité. Donc, lorsque vous migrez vers le Web Application, ça permet d'avoir un produit qui va être vraiment à part, les Power Pages sur les portails. Et il y a énormément de nouveautés qui sont arrivées depuis le mois de décembre. Je vous encourage vraiment à aller voir. On n'est pas au niveau d'un WordPress, le mot est lâché, mais l'objectif, enfin l'idée en tous les cas, le vœu pieux de Microsoft, ce serait de réussir à avoir un modèle à la WordPress. Donc de développer des applications, des modules capables d'aller étendre la partie applicative.
Mais Power Pages, en arrière, il sert surtout de support à toutes les applications qui sont en train de se transformer dans la partie Power Apps. Dans Power Apps, on avait auparavant, au tout début, Model Driven contre Canvas. Okay, donc, le gros problème, c'est que dans Model Driven, pour développer des contrôles custom, il fallait forcément passer par du développement .NET, donc du C# ou n'importe quel développement. Et il fallait, je ne sais pas ça du tout, je vous l'ai montré, pardon. Donc, il fallait être capable d'aller utiliser le PCF et de faire une vraie livraison de votre module, de vos contrôles, dans l'environnement Power Platform pour l'utiliser uniquement dans le modèle Driven. Donc, les gens déjà n'utilisaient pas trop Model Driven parce que ici, on est dans un groupe Office 365, mais dans la vraie vie, les gens qui utilisent Power Apps aujourd'hui, ils sont plutôt dans l'environnement Dynamics et ils cherchent à étendre Dynamics et à le personnaliser. Et Dynamics représente un énorme paquet d'argent, puisqu'on voit bien que même sur la partie CRM, là où on était très en retard sur les marchés il y a pas très longtemps, on a pris énormément, Microsoft a gagné énormément de parts de marché sur la partie CRM avec Dynamics 365, que tout le monde peut trouver cher, mais essayez d'aller voir du côté de Oracle CRM ou du côté des autres outils CRM, vous allez voir que c'est très amusant de voir le prix de Microsoft et de vous rendre compte que finalement, ça fait partie des produits les moins chers. Donc, j'essaie de trouver juste les dernières annonces. Ce que je veux dire par là, c'est que auparavant, on avait besoin du PCF, et depuis que dans Canvas, on a développé, Microsoft a mis à disposition la possibilité de développer des composants et de livrer des librairies de composants. En fait, l'idée, c'est d'utiliser les librairies de composants de Canvas comme des contrôles directement publiés à l'intérieur de Model Driven. Et donc, il va y avoir un merge des Power Apps Model Driven et des Power Apps Canvas qui va s'effectuer. Donc, ça, c'est ce qui va se passer dans le futur. L'objectif, c'est vraiment, au niveau de chez Microsoft, c'est de faire converger les deux types d'applications Model Driven qui ne s'appuient aujourd'hui que sur du Dataverse et Canvas que vous pourriez utiliser aujourd'hui pour n'importe quelle source de données, y compris du SharePoint, même si SharePoint n'est pas vraiment une base de données. C'est un autre sujet. Mais en tous les cas, c'est l'objectif. C'est vraiment d'aller vers ce modèle-là. Donc, Model Driven va plus ou moins gagner la bataille à l'intérieur des Power Apps avec l'utilisation des composants qui viennent de Canvas, même si Canvas a toujours beaucoup de succès vis-à-vis des applications, y compris dans SharePoint. On se rend compte que dans le modèle de données, dans le modèle d'application, les entreprises qui utilisent le client mobile Power Apps, il n'y en a pas tant que ça. Le client mobile Power Apps qui fonctionne sur les tablettes et sur les téléphones, il n'y en a pas énormément. Ça a été plutôt un flop. Il n'a pas été optimisé depuis longtemps parce qu'il ne sert à rien. Donc, l'idée, c'est model driven. Ah non, mais c'est parce qu'il n'y a pas de client. Donc l'idée, c'est de revenir sur le client model driven avec un client Unified Interface de model driven qui est capable d'être totalement responsive et qui va s'exécuter sur les mobiles. Donc, on est plutôt dans cette stratégie-là. Donc, voilà ce qui a été pas mal livré à la fin de l'année dernière. Ce que je voulais juste vous montrer, c'est que je vais l'ouvrir ici, voilà. Dans les applications Model Driven, vous avez la possibilité déjà d'aller voir à quoi ressemble la nouvelle interface de Model Driven. Donc, si vous allez dans vos solutions Model Driven, enfin dans les solutions Power Apps, vous avez la possibilité sur les settings de votre application Model Driven de pouvoir activer une fonctionnalité Early Adopter. C'est déjà disponible depuis décembre. Ça a été livré en janvier, en fait. Et donc, si vous regardez ici dans l'édition, vous avez juste tout simplement à aller dans les settings de votre application. Et dans les settings, vous allez dans le upcoming pour aller pouvoir activer la nouvelle expérience, le nouveau look and feel de Model Driven. À quoi ça sert? Si vous regardez ici, ça intègre Microsoft Fluent. Donc, au moment où tout le monde est en train de parler de convergence en termes d'outils, avec l'arrivée de modèle de Fluent dont Vincent nous a parlé au mois de janvier, il me semble. C'est peut-être au mois de novembre. Au mois de novembre. Donc, la capacité à pouvoir interagir entre plusieurs applications du stack Microsoft. Donc, la capacité à pouvoir avoir une application qui fonctionne de manière fluente entre n'importe quelle application d'Office 365. C'est à peu près ça? Je résume bien? Attends, je pense que tu fais d'avoir un bloc. Fusion entre Fluent et Fluid. Ah oui, ok, pardon. Fluent. Fluent, c'est le design language. C'est ça. Des composants qui ont le look and feel. Les cards, etc. Comme tout le reste de la suite. Exact.
Et fluide, c'est les composants qui sont, parce qu'on est très fort en nommer les produits, qui fonctionnent en temps réel, co-expérience, co-édition en temps réel entre plusieurs produits, plusieurs clients, etc. Ouais, ok, très bien. Merci. Donc, c'est pas la même chose que ce que je disais. Enfin, bref. Donc, Microsoft Fluent, ce qui est intéressant, c'est que un gros reproche qui était fait au modèle Driven, c'était justement, c'était moche. Okay, on était incapable de personnaliser le design, puisque le moteur de thème était encore basé sur l'interface classique. Donc, si on voulait designer et changer le thème d'une application modèle Driven, on était obligé de basculer sur l'interface classique, donc l'ancienne interface de Dynamics 365 et le Command Data Service, et d'être capable d'appliquer juste un thème tout bête avec juste des changements de couleur. Donc, l'idée, c'est d'avoir une couche avec Fluent qui va être capable de nous permettre de personnaliser l'interface un peu plus loin. Puis ça c'est marrant, ça fait écho, je trouve, quand tu as parlé de la fonctionnalité premium, je n'étais pas au courant du branding, et je trouve qu'il y a quelque chose en ce moment dans la personnalisation qui est un thème vraiment fort chez Microsoft, je trouve. Ils veulent vraiment permettre, enfin, aux entreprises de pouvoir personnaliser un peu mieux les applications. Je trouve que ça, ils ont vraiment bien compris la plainte de pas mal d'utilisateurs et de clients de ce côté-là. J'ai l'impression. Donc, c'est un nouveau design. Si vous appliquez le nouveau design Fluent, l'avantage, c'est que comme on est dans le Fluent, les composants Canvas peuvent être enfin utilisés comme des vrais composants à l'intérieur de l'application Model Driven. Donc, si vous les intégrez, si jamais ça vous intéresse, je pourrai en parler plus longuement une prochaine fois, juste à laisser des petits messages. Si vous voulez, on pourra aller un peu plus en détail et faire une démo sur les applications. J'ai plein de démos qui roulent là-dessus. OK? Donc, ça, c'était par rapport à mon avis, l'orientation et puis le gros update. Si vous voulez vous amuser maintenant, juste pour les 5 dernières minutes, oubliez ChatGPT. Connectez-vous sur le Playground. Allez jouer un peu avec le Playground en arrière. C'est-à-dire, ChatGPT, c'est de la marde. Okay, c'est vraiment juste un chat. Là, c'est bien pour s'amuser. Ça vous a fait votre Noël. Maintenant, passez un peu plus loin. Allez vous connecter sur le Playground et commencez à jouer un peu avec. Vous voyez, juste depuis le début du meeting, j'ai juste créé deux, trois exemples. J'ai besoin d'un résumé d'une page. Donc, je suis en train de faire de la veille concurrentielle, admettons. Et j'ai une veille concurrentielle qui va rouler régulièrement et qui va demander à GPT-3 d'aller me faire une traduction, un résumé de ce que me vend ma concurrence et de m'expliquer en quoi les produits de ma concurrence sont différents des miens. Donc, GPT-3, le modèle va être capable non seulement de comprendre la question qu'on lui pose, d'aller faire la job pour vous, mais de répondre de manière presque naturelle. Okay? Donc, on est d'accord que c'est quand même des phrases structurées. Ici, j'ai juste pris un exemple dans un exemple de la presse. Donc, je me suis connecté sur un article qui a été publié cet après-midi. Vous voyez que c'est une adresse PHP. Là, j'ai juste demandé en 200 signes, fais-moi un résumé parce que je veux juste comprendre ce qui se passe. Donc, on est capable de descendre et de faire de l'intégration à l'intérieur de vos systèmes d'information. Donc, ça va être capable de résumer un document, résumer un contrat ou une partie en particulier du contrat. Donc là, on n'est plus sur syntaxe qui est capable d'aller chercher un pattern à l'intérieur d'un document. On n'en est plus à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'au niveau de syntaxe, là, qui vous a été présenté il y a déjà quelques années, c'est bien parce qu'on peut entraîner et personnaliser le modèle pour aller chercher un trend ou un pattern directement à l'intérieur du document et de l'extraire. Mais là, on est vraiment sur la compréhension générale du document, d'être capable de comprendre le contexte, ce que syntaxe n'est pas du tout capable de faire. Syntaxe est capable de comprendre que je cherche à extraire un mot ou une information qui se trouve entre deux autres, identifier un pattern. Sur OpenAI, sur GPT-3, on est capable d'être capable d'analyser le contexte, donc contextualiser l'information. Oui, Serge? Oui, il est 57. Vous allez vous faire sacrer dehors dans quelques minutes, je pense, Vincent, ou ça a changé? Non, c'est toujours 8 heures la limite. Donc, j'ai terminé. OK. Merci beaucoup, Nico. Vraiment super intéressant. Oui, il faudrait faire une présentation sur ces produits-là. On a plein d'idées, plein de choses. Donnez-nous vos idées aussi. Vous savez où nous trouver. Je voudrais, juste avant de quitter, dire un gros merci encore une fois à Benjamin d'être là. C'était vraiment apprécié. Merci à Vincent pour ton support. C'est vraiment très apprécié. Ça serait le fun, par exemple, Vincent nous aide à avoir la salle chez Microsoft. Ça serait le fun d'être plus que 4 le mois prochain au bureau de Microsoft.
1er mars, en passant, 1er mars, c'est mon anniversaire, fait que je vais m'assurer d'être là le premier mardi du mois. Nico, merci beaucoup pour ton temps. Laurent, c'est super apprécié tes capsules. Tout le monde qui est là, merci beaucoup et au mois prochain. Ciao! Ciao!